monsieur, bonsoir. Carte sur table, 21h, 23h. Un seul thème, 4 panélistes. Présidentielle 2025, la face cachée. Il est question derrière les discours officiels et les stratégies visibles, quels sont les véritables enjeux, les jeux d'influence et dynamiques souterraines qui façonnent la présidentielle 2025 au Cameroun. On va essayer de voir les coulisses du pouvoir, les stratégies internes au sein des différents partis politiques, en commençant par le RDPC, l'opposition en quête d'unité et bien d'autres axes relativement à cette thématique. J'ai dit bonsoir à Jean-Claude Fils Youth du RDPC. Bonsoir M. Dipita, bonsoir à l'ensemble des co-panélistes et bonsoir aux millions de téléspectateurs de Cartes sur table. Nous vous remercions de nous avoir conviés une fois de plus sur ce plateau. Et le peuple camerounais sait exactement l'offre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc nous serons là pour pouvoir... Donc vous ne ferez plus campagne? Non, nous allons battre campagne pour que les uns et les autres comprennent et nous fassent confiance une fois de plus à travers le projet de société qui sera porté par le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci. Paul Eyoum, bonsoir. Bonsoir Djibita Tongo, bonsoir aux copanélistes, bonsoir surtout aux fidèles téléspectateurs du programme 4 sur table et félicitations à 2 nouveaux élus de la République, le président Nyadi Fendji au Sénat et le président Kavaye à l'Assemblée nationale. Vous savez, le président nous a dit que il va toujours nous tenir langage de la vérité, tenir compte des problèmes des jeunes. Nous avons reçu le message. Félicitations à eux. Je dis également bonsoir à Thomas Ibonio du PCRN. Je rappelle que vous êtes de l'AFP. Je dis bonsoir donc à Thomas. Bonsoir monsieur Dipita, bonsoir aux co-discutants autour de la table. Un bonsoir particulier à vos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Un bonsoir également à tous les militants, membres et sympathisants du PCRN. Un bonsoir également particulier à toute la communauté mbamoise. Et pourquoi la communauté mbamoise? Nous y reviendrons. D'accord. Je voudrais enfin dire bonsoir à Blaise Takam du SDF. Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir M. Dipita, bonsoir aux co-panélistes. Bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de STV. Bonsoir particulièrement à tous les militants du SDF qui sont en lien actuellement. Je veux aussi remercier la transition générationnelle qui vient de se passer à l'Assemblée et au Sénat avec l'élection des plus jeunes comme président du Sénat et du plus jeune comme président de l'Assemblée nationale. C'est une image. Hein? C'est une image. Je voudrais prendre peut-être votre réaction, Jean-Claude. Pas de surprise si on revient à l'élection des membres du bureau et surtout les présidents des 2 chambres du Parlement, la chambre basse et la chambre haute. Aucune surprise. En réalité, il ne devrait pas. Parce que le bureau est constitué au début du mandat. Et ils sont élus pour 5 ans. Nous tous, nous connaissons que le mandat est de 5 ans. Mais le législateur a prévu qu'au cours de l'exercice de l'exécution de ce mandat, on peut avoir des pertes, soit en vies humaines et ainsi de suite, des membres du bureau. On peut compléter ce bureau-là. Il peut avoir des défaillances, il peut avoir des incapacités pour ne pas avoir besoin d'aller encore peut-être procéder aux élections partielles pour consulter le peuple. On peut procéder à une relecture du bureau. Mais les véritables enjeux sont au début de la législature. Devront-ils lire un statu quo pour toutes les autres élections qu'on aura cette année, je veux dire en l'élection présidentielle? Est-ce que c'est un signe que le président de la République est définitivement partant? Non, là vous êtes plutôt en train, nous devons nous dire que est-ce que lorsqu'un mandat a été obtenu, est-ce qu'on respecte le peuple et on décide d'aller jusqu'au bout de ce mandat? C'est ce qui est en train d'être fait. Non, c'est pas la question que j'ai posée. Est-ce que la reconduction de Kavaye à l'Assemblée nationale et de Nyadi Fendji sous-entend la reconduction future de Paul Biya à la présidence de la République? Là, le moment venu, le président de la République lui-même se prononcera. Mais en ce qui concerne le parti qui est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, lui, à date, son candidat est le président national de son parti.
Maintenant, le président, le moment venu, se prononcera et il nous dira si il est candidat. Mais si il n'est pas candidat, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est toujours là. Donc, en fait, vous pouvez vous rassurer que le président de la République a d'abord un mandat qui a commencé en 2018 et qui s'achève en octobre 2025. Il continue à diriger le pays. Le moment venu, en sa qualité de légaliste, il se prononcera et nous dira s'il est candidat ou pas. Mais nous pouvons déjà vous rassurer que le parti est derrière lui et prêt à pouvoir l'accompagner, le soutenir, si telle est sa décision. En prenant la transition et puis on parle véritablement du thème de ce soir. Présidentielle 2025, la face cachée, peut-être la première question autour de ce thème, le premier axe, les coulisses du pouvoir, messieurs. Selon vous, qui détient réellement les cartes du pouvoir? Pouvoir politique, pouvoir décisionnel, la gouvernance au quotidien. Je commence peut-être avec vous, Blaise Takam. Vous pensez que dans ces coulisses, qui sont ceux-là qui tirent les ficelles? Oui, en fait, en apparence, on se dirait que c'est les réseaux économiques et politiques qui tiennent le pouvoir parce que ils bénéficient des contrats lucratifs grâce à leurs relations privilégiées avec le pouvoir. En apparence encore, on se dirait que c'est le contrôle des forces de sécurité parce que l'armée, la gendarmerie, tous essayent de contenir toutes les contestations qu'il peut avoir. Bien sûr, ils sont là pour l'ordre, mais en dehors de ça, ils répriment l'opposition et contrôlent les zones éventuelles de contestation qui peuvent arriver. En apparence encore, on peut croire que c'est l'influence de l'appareil judiciaire et des médias qui contrôlent le pouvoir parce que nous avons vu ce qui s'est passé avec le cas de l'assassinat de Zogo qui aujourd'hui restait non élucidé. Et en apparence, enfin, on pense que c'est les divisions ethniques, régionales qui gèrent le pouvoir parce que à travers ça, le pouvoir essaye de mettre la main sur toutes les vérités de coalition des communautés pour pouvoir faire front à son pouvoir. Mais en fait, le contrôle de tout ce système appartient au président, bien qu'il nomme tout cela, que ce soit les directeurs généraux, les ministères, les ministres, en tout cas, tous ceux qui gèrent les domaines publics, c'est lui qui en fait, c'est lui qui endosse toutes les responsabilités. Même si dans le régime en place, comme je viens de citer, il y a tous ces engrenages-là. Donc c'est le président qui est responsable de tout ce qui se passe actuellement. Thomas. Oui, peut-être la question que vous ne posez pas, c'est les sorties du RGPR depuis un certain temps. Si on commence par la question que je pose. Mais qui tire les ficelles? Il n'y a qu'un seul garant. Il n'y a qu'un seul garant, c'est le président de la République. C'est lui qui a signé un contrat social avec les Camerounais, l'ensemble des Camerounais. C'est lui qui endosse toutes les responsabilités. Et dernièrement, il nous l'a fait savoir qu'il est le seul capitaine à bord. Donc, je comprends que dans la question, vous avez au moins 50% de réponses. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de surprise qu'on se redise que c'est le président de la République qui tire les ficelles. Et c'est à lui de rendre compte au peuple camerounais. Jean-Claude. La question, c'est qui tire les ficelles ou bien qui gouverne ou bien... C'est quoi la question exactement? La question, c'est dans les coulisses, qui fait quoi? Dans les coulisses, c'est difficile de pouvoir connaître les véritables coulisses si on n'est pas acteur de ces différentes coulisses-là. Les uns les autres qui nous parleront des coulisses de l'Assemblée nationale, si vous n'avez pas été élu député et voir comment ça fonctionne, l'honorable Cabral Libé dira à M. Thomas qu'avant qu'il ne soit élu, tout ce qu'il a appris aujourd'hui, il ne le connaissait pas bien avant. Donc, les coulisses de la présidence de la République, il faut être à la gouvernance au niveau du palais pour savoir comment ça fonctionne. Au niveau de la justice, il faut être un magistrat
pour savoir comment ça fonctionne ou bien relever du ministère public. Mais je peux vous rassurer que la Constitution donne les prérogatives au président de la République et dit que le président de la République nomme à toutes les hautes fonctions de la République. Ça, tout au moins, c'est constitutionnellement écrit et parlant. Donc, ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas de surprise lorsque le président de la République nomme aux hautes fonctions de la République. Et il nomme aux hautes fonctions de la République parce qu'en réalité, il doit s'entourer et se faire accompagner par des collaborateurs dans le cadre de la mise en œuvre du projet de société qui a été présenté au cours de l'élection présidentielle au peuple camerounais. Donc, venir même poser la question qui gouverne, soit on a besoin de dire que peut-être le président de la République peut-être ne gouverne pas, et de là, on se poserait des questions. Mais si on est convaincu on a peut-être aussi observer le déploiement, j'ai failli dire, et Thomas a lu entre les lignes tout à l'heure, le déploiement plus que parlant d'un certain nombre de membres du gouvernement. D'ailleurs, ils ne sont pas nombreux. Ils sont nombreux. Moi, je vois ces membres du gouvernement se déploient au nom du chef de l'État. J'ai eu la chance, le privilège d'être là tout autour, dernièrement, lors de la dernière visite du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Qui venait de l'extrême nord, après un tour ici à Douala et tout. Déjà, c'était magnifique l'inauguration du centre de production des titres identitaires. C'est un bond en avant que notre pays vient de pouvoir faire. Nous devrions nous féliciter de cette avancée et de cette prouesse technologique. Nous avons dit que nous sommes le deuxième pays au monde qui est dépositaire de cette technologie là. Donc, ce qui voudrait dire que la présence du SGPR envoyé représentant personnel du chef de l'État devait nous en dire long sur le degré d'importance qu'accorde le président de la République. Tous ces membres du gouvernement représentent le chef de l'État et ne peuvent pas se mouvoir sans les orientations, les directives du chef de l'État. Donc, ce qui voudrait dire que nous devrions plutôt observer que le président de la République est en train de dire à ses membres du gouvernement: ne restez pas seulement à Yaoundé et dans vos bureaux, allez auprès de la population, allez les écouter, venez me rapporter ce que ces populations-là pensent. Et effectivement, ça, à marge de l'inauguration du centre de production des titres identitaires de la région du littoral, je n'avais jamais vu ça de mon vécu, un agenda aussi dense d'un secrétaire général à la présidence de la République, le ministre d'État Ferdinand Ngongor. Je ne sais pas s'il a dormi à Douala 3 heures de temps. Honnêtement, nous autres... C'est pas forcément ça l'axe de... Non, enfin, c'est juste pour vous dire que j'ai vu le rythme, la densité de travail et l'engouement des populations. C'est tout le monde qui allait vers lui. Et de là, ces concertations, je suis sûr qu'il en a rapporté beaucoup d'éléments auprès du chef de l'État. On va naître autrement. Les motos-taxis. Donc, vous voyez que à l'issue de ces différentes consultations-là et concertations, le président de la République sera mieux informé, mieux renseigné sur les attentes des populations du Cameroun. Paul Eyom, sur la question de tout à l'heure. Il est évident, au vu de tout ce qui se passe actuellement, de l'histoire du Cameroun, surtout sur le renouveau, qu'il y a une seule personne, il y a un seul donneur d'ordre, un seul instigateur de tout ce qui se passe, c'est le président de la République, Paul Biya, c'est évident. Parce que, voyez-vous, le secrétaire général, par exemple, la présidence de la République, le déploiement qu'il fait actuellement, il a bien dit, c'est sur instruction du président de la République, ça veut dire qu'il a mission. Haute instruction. Bon, ça, oui, ok, bon, elle vient de dire, j'ai compris. Et sur instruction du président de la République. Donc, de ce fait, il a en mission
comme Youf l'a dit, pour aller auprès des populations. Ça veut dire que le chef de l'État, même lorsque vous écoutez ses discours, même lorsque vous voyez sa démarche, vous comprenez très bien que c'est lui qui est au four et au moulin. Mais les gens n'ont pas cette impression parce que c'est très facile de dire que ce sont les ministres qui font ci, qui ont des défaillances et tout, mais tout le monde sait qu'il y a une seule personne qui tient la clé de vote, c'est le président Paul Biya. Et parlant du déploiement du secrétaire général de la présidence de la République, Youf vient de dire quelque chose de très grave. Je suis désolé, mais il n'a pas rencontré la population. Il a rencontré les gens du RDPC, les gens du régime. Parce que je ne sais pas si vous, les membres de l'établissement de ce pays, de ce parti, de ce régime, vous pensez que vous, les peut-être 0,05% des Camerounais, vous êtes les populations, non. Quand il est arrivé à Guidigis, il a rencontré les populations. Et là-bas, il a vu les vraies populations du Cameroun et il y a dormi par contrainte. Tout simplement parce qu'il a compris que les populations du Cameroun sont exacerbées par les différences du régime. Et vous les gens du régime qui êtes ici dans le littoral, vous n'avez pas eu le courage de lui dire la vérité de la région littorale. Il fallait dire au SGPR, de dire au président de la République que dans le littoral, ça ne va pas. Vous êtes conscient de cela, vous le savez. Mais comme vous êtes dans un régime, vous êtes tous tenus par le régime. Moi et d'autres, on ne vous en veut pas. On vous comprend. Mais ayez au moins l'honnêteté et la décence. Quand le président de la République envoie une personne, dites-lui la vérité. Dites-lui que dans le littoral, on a des problèmes d'infrastructure. Dans le camp, par exemple, je ne sais pas si vous avez mis vos pieds à Yingé. Si vous connaissez la difficulté qui est entrée à la commune de Yingé. Et d'ailleurs, le DG de l'ECAM, il est de Yingé. Pour votre information, je ne sais pas si au niveau du foncier, d'ailleurs même, le ministre Paul Moutazé, une semaine avant la visite du secrétaire général Ferdinand Gongo ici, lui-même, lors de son discours à l'inauguration du nouveau bâtiment du Trésor à Bolandjo, il s'est offusqué du fait que le ministère des Finances a ses terrains ici à Douala, mais ils sont vendus par les fonctionnaires. Et il a pointé du doigt le gouverneur et le maire de la ville pour dire qu'ils doivent faire quelque chose. Les problèmes du foncier dans le littoral vont amener la guerre dans ce pays. Est-ce que vous avez dit ça au secrétaire général de la présidence de la République? Est-ce que vous lui avez dit que les jeunes dans cette ville, il y a les entreprises publiques, parapubliques qui existent dans cette ville, et même les jeunes qui sont originaires de cette région, ils ne travaillent pas dans ces entreprises. On fait la déportation d'employés d'origine, des villages d'origine de ces directeurs généraux. Non, je suis en train de continuer. Il y a les preuves. Dipta, laissez-moi parler. Est-ce que vous avez dit au secrétaire général de la présidence, est-ce que vous avez dit au secrétaire général de la présidence de la République, il n'y a pas de déportation au Cameroun pour les... Non, peut-être c'est le mot, j'ai pas utilisé le bon mot. Quand vous voulez dire déportation, vous voulez dire en fait le fait de prendre des personnes, je ne veux pas dire déportation dans le sens négatif, en fait je veux dire d'être originaire d'une région et d'aller prendre les personnes de ces régions pour les amener là où vous êtes installés parce que vous jugez la puissance publique. Est-ce que vous avez dit au secrétaire général de la présidence de la République qu'on a un problème de chefferie ici dans la région du littoral comme il y en a ailleurs? Et je ne suis pas sûr que dans son village, si lui on dit Djanangé beaucoup, qu'il y a des gens qui créent d'autres chefferies parallèles par rapport à celles qui existent ou qu'il y a des chefferies halogènes, sera d'accord. Est-ce que vous avez dit au secrétaire général de la présidence de la République que les enfants qui naissent, qui grandissent dans ces régions du littoral sont en chômage, qu'ils ont des problèmes d'intégration et d'autres vont à l'aventure, qu'ils le payent au Canada? Est-ce que vous avez dit au secrétaire... Non, Djipita, vous savez, lorsque le président, vous savez, ces gens-ci, ils n'aiment même pas, ils n'aiment ni le Cameroun ni le président Biya. Parce que si ces gens aimaient ce pays, et même, laissez-moi finir, je dis vous les gens du RDPC de ce régime. Vous parlez de vos compatriotes alors? Non, pardon. Dipta, laissez-moi, je vais vous laisser poursuivre, mais comprenons ce que quand vous jouez sur la ligne, je suis obligé de vous éloigner de la ligne. Vous avez vu, j'ai dit ma position. Non, j'ai dit de la région, j'ai dit les enfants de la région du littoral qui ont des problèmes de chômage et autres. Mais je n'ai pas de compte. Je suis d'accord, c'est parti au Cameroun. Le ministre d'État GPR mais j'ai pris ce au Cameroun. Je vais dire la région de l'Est, pardon, excusez-moi, je voulais dire la région de l'Est pour rectifier. D'ailleurs, mais j'ai pris le cas de Guidigui. Ce que vous je vous laisse poursuivre pour les terminer. gens, il y a les coupures d'électricité d'Eneo, les gens qui ont les petites activités, petits commerces, tailleurs, etc., ils ne s'en sortent pas. Est-ce que vous lui avez dit qu'il y a tous ces problèmes? Non. Or, le président de la République l'a envoyé prendre la température auprès des populations est venu lui dire la vérité que ici, ça ne va pas. Et qu'est-ce qu'il doit faire s'il veut être candidat pour résoudre le problème? Mais non, tout ce que vous passez à faire, c'est dire que le président Pobia doit être candidat, il faut faire les motions de soutien. Les motos-taximans appellent à la candidature Pobia, les mamies Ouattara sur Pobia. Je suis par Djipita que lorsque le président envoie quelqu'un prêt, présentez-lui les populations.
ce que les populations posent, les vrais problèmes qu'ils rencontrent dans les localités pour qu'on ait des solutions. Donc vous désignez le SGPR comme la face cachée du pouvoir? Non, pas la face cachée du pouvoir, l'émissaire du président de la République. Lui-même, il a dit, l'émissaire du président. Quand l'émissaire du président arrive, c'est notre rôle de dire la vérité à l'émissaire du président. Parce que quand la maison va prendre feu, le moment où il sera trop tard. Et j'ajoute une chose. Pour terminer. Bien suivi, on a dit que dans le littoral, le président Pobia, les gens sont avec lui. Mais ces gens-ci, comme le Trump, en 2018, le président Pobia a perdu dans le littoral, particulièrement dans le Vouri, parce que les gens le trompent. Et j'espère qu'il ne va pas tomber dans ce piège à nouveau d'écouter les discours de ces bonimenteurs du régime. Il faut faire attention. Ça sonne le mot. Il n'y a pas de bonimenteur dans le régime. Sauf si vous avez des éléments de preuve contraires. Ah, c'est mon opinion. Non, mais Dipita, quelqu'un qui n'a pas le courage, je vous dis la vérité, on appelle ça comment en français? Attention, voilà. Mais vous en citez, vous en connaissez? Non, il ne s'agit pas de citer des gens. C'est pas ça le rôle. Donc il vaut mieux ne pas. Mais à chacun qui nous écoute, il va comprendre. Il vaut mieux ne pas laisser les épithètes comme ça se traîner. Alors, oui, là c'est le deuxième tour de parole. Hein. Oui, juste en 30 secondes, permettez-moi. À écouter M. Paul Eyoum, je confirme qu'il ne s'est même pas renseigné sur qui a été reçu par le SGPR. C'est dommage, parce qu'en réalité, lorsqu'il a achevé même la dernière rencontre par l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Cléda, c'était pour vous montrer que vous avez vu, il a reçu les hommes politiques, il a reçu la société civile, il a reçu les opérateurs économiques, il a reçu les associations et il est allé à la rencontre. C'est pas que c'est eux qui sont venus, il est allé à la rencontre. À Bonanjo, encore les gens à Bonanjo. Il est allé à la rencontre des hommes d'église. Tous ont apporté des doléances. Je me souviens que même le groupe du Septentrion a présenté les doléances, le groupe du Grand Ouest, le groupe du Grand Centre Sud et Est, le groupe du Grand Littoral et ainsi de suite. Ils ont apporté leurs doléances. Le SGPR, ministre d'État, en a pris acte. Et je pense qu'il va transmettre, peut-être sûrement même à date où nous parlons, il a transmis à qui de droit, M. Poléon. Maintenant, il reviendra à celui à qui ces doléances-là sont destinées, d'apporter des réponses et des solutions. Et autre chose, effectivement, vous l'avez si bien dit, il y a des questions qui se relèvent d'ordre national. L'insertion des jeunes, le chômage, ce sont des questions qui ne sont pas des cas spécifiques uniquement de la région du littoral, qui touchent pratiquement tous les jeunes sur l'ensemble du territoire, parce qu'il doit avoir une politique d'insertion. Et le président de la République lui-même a souvent évoqué que les évolutions démographiques ont eu à faire en sorte que les efforts consentis par le gouvernement et le chef de l'État ont été annihilés par la forte croissance démographique. Mais c'est une très bonne chose aussi lorsqu'on parle d'une forte croissance démographique, parce qu'elle ne vient pas esnir. Pour avoir une forte croissance démographique, ça voudrait dire qu'il y a des éléments d'espérance de vie. Est-ce que ça voudrait également dire qu'il y a une mauvaise prévision sur les actions qui ont été menées, si finalement la démographie à rattraper la croissance au point de ne pas résoudre les problèmes qui étaient posés au départ? Vous pouvez avoir des bonnes prévisions, mais qui a par exemple prévu la pandémie du Covid-19? C'est un élément qui s'est imposé. Tu as oublié la guerre en Ukraine. Mais vous connaissez tous ces éléments. Et pourquoi vous êtes donc surpris que même les grands statisticiens, les grands économistes, les grandes économies du monde entier, l'Union européenne en a souffert, les États-Unis en ont souffert? Pourquoi c'est le Cameroun qui n'est pas un îlot et qui est bel et bien dans la mondialisation, qui a connu ces éléments de pandémie, de Covid-19. Donc ce sont des facteurs qui ont eu à ramener vers le bas. Et plutôt, on devait plutôt nous féliciter, et s'en féliciter, de la résilience de notre économie, de la résilience de la politique de gouvernance. Pour rester sur les stratégies, du moins les coulisses du pouvoir, on peut essayer d'analyser l'influence des cercles du pouvoir et des élites économiques
les luttes de positionnement au sein de l'appareil de l'État. Je vous donne la parole, Blaise, pour poursuivre. Oui, avant de poursuivre, je veux ajouter quelque chose sur ce qu'il vient de dire, que qui a prévu le Covid. Justement, le Cameroun a failli chuter à cause du Covid. Pendant ce temps, les pays développés, les pays qui avaient des plans à long terme, étaient prédisposés à combattre le Covid, même si c'était pour 5 ans. Mais le Cameroun ne pouvait plus tenir si on continuait encore 6 mois. On a vu le tâtonnement avec le taux de létalité au Cameroun était de 1,1. Voilà, lorsque vous connaissez que dans d'autres pays, il a même frôlé les 5%. Voilà. À partir de ce moment, vous pouvez vous-même dire si on ajoutait 6 mois à ces pays-là qui comptaient plus de 100 000 morts. Oui. Est-ce que ces pays-là devaient tenir 6 mois plus tard? C'est pour dire que nous-mêmes, nous ne pouvions pas tenir. Donc, notre taux de létalité était à la baisse. Voilà. On est dans la spéculation. Voilà, je crois que les faits parlent d'eux-mêmes. Oui, voilà. Le Cameroun a su, et il a été félicité pour ça. Et par l'OMS. Il a su contenir et même éviter la catastrophe. Même si la gestion... Oui, la gestion des fonds, maintenant, c'est autre chose. Voilà. Mais la gestion sanitaire, on peut au moins, du moins, les organismes... Il fallait sauver des vies. Les organismes réputés ont au moins reconnu que le Cameroun a été à la hauteur. Blaise, je vous laisse poursuivre. Oui, je voulais dire, le camarade Youm était en train d'aider le RDPC en citant tous les griefs que les populations ont et qu'il fallait transmettre au SGPR pour le président de la République. Est-ce que, après 43 ans, est-ce que c'est maintenant qu'on va transférer les griefs au président de la République? Ils ont géré 43 ans, donc ils ne connaissent rien. Je te rappelle qu'ils sont informés seconde par seconde de tout ce qui se passe au Cameroun. Donc ils sont informés de toutes les situations. S'ils ne gèrent pas, c'est parce qu'ils sont de mauvaise foi. Ce n'est pas parce que le RDPC ne connaît pas ce qui se passe à Douala, ne connaît pas ce qui se passe sur nos routes ou bien dans les problèmes d'ordures qu'on va dire que c'est aujourd'hui qu'il fallait réciter au SGPR. Le SGPR n'est pas venu écouter les problèmes de population pour aller transmettre au président. Il est venu en campagne. Et ce que le camarade vient de dire, quand ils viennent donner les doléances, quand ils viennent demander les doléances, que ce soit la communauté Bamleke, communauté de n'importe quelle région, ou bien les syndicats ou n'importe quoi, c'est les doléances pour la campagne. Donc ils n'ont pas encore de candidat, mais ils sont déjà en campagne. Par rapport au SDF. Ils ont un candidat. Vous venez de dire tout à l'heure que c'est un moment venu. Les tests du RDPC disent qu'un candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui est président national. Et à l'heure où nous parlons, personne n'est candidat au Cameroun pour l'instant parce qu'on est candidat à l'élection présidentielle lorsque le Conseil constitutionnel a reconnu votre candidature. Qui a été reconnu par le Conseil constitutionnel à date? Est-ce qu'il est candidat à la candidature déclarée? À 7 mois des élections, il n'est même pas candidat. Il est le seul président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ce que voudrait dire qu'il est le candidat naturel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il va se prononcer le moment venu lorsqu'on va convoquer le corps électoral. Vous êtes en train de vous auto-glorifier. Après 43 ans, nous sommes en train de rechercher le candidat du RDPC à moins 7 mois des élections. Et pourtant, vous êtes en train de faire la tournée, vous dites vous prenez les doléances, et vous êtes en campagne. Mais heureusement que le SDF a prévu le compte. Joshua est allé aussi avant vous. Et il a fait le tour du Cameroun. Mais ce n'était pas pour faire la campagne, mais c'était pour recenser tout ce que les populations ont besoin pour confectionner son projet de société. Et c'est ce qu'il a fait. Il a présenté le projet de société Sauver le Cameroun. Donc nous sommes allés à contresens pour le bien de la population. Mais vous êtes déjà en campagne. Comment faire? Parce que vous savez que depuis 7 ans, comme il vient de dire, depuis 7 ans, il n'y a aucun projet qu'on peut dire, voilà ce qu'on a fait en 7 ans. Et si vous n'avez rien fait, maintenant il faut aller maintenant supplier pour qu'on voie comment il faut faire pour frauder les prochaines élections, pour qu'on puisse encore dire que le RDPC a gagné. Donc je crois que 43 ans, ça suffit largement pour le RDPC. Il est temps de passer là. Le peuple est souverain et il en parlera. Comment est bon? L'influence des cercles de pouvoir et des élites économiques, les luttes de positionnement au sein de la partie. Bon, oui, on le laisse terminer rapidement. Oui, les influences, ces influences, vous avez quand il vient rencontrer les responsables économiques, c'est parce qu'il sait que les chefs des sociétés, des entreprises ont l'influence sur le financement de la campagne ou bien sur
les populations qui peuvent être derrière eux, ainsi que les chefs de village, les chefs de communauté, ainsi de suite. Donc voilà l'influence qu'il y a et qu'ils sont en train de vouloir utiliser pour pouvoir maintenir le pouvoir comme d'habitude. La lutte de positionnement au RDPC, ça existe parce que chacun veut s'accaparer des pouvoirs, c'est-à-dire les nominations des préfets, les nominations des ministres, ainsi, chacun veut s'accaparer ce pouvoir-là. Et c'est ça qui est les motifs du RDPC. Donc, ils font semblant d'être en train de lutter, alors que chacun lutte pour conserver le pouvoir. Mais en fait, c'est pour maintenir le régime. Parce que chacun veut maintenir le pouvoir, chacun veut ce pouvoir qui est hyper centralisé. Chacun veut le maintenir pour pouvoir asseoir définitivement et totalement le RDPC, comme d'habitude, qui gère les ordures depuis Yaoundé, alors que les ordures pouvaient être gérées par les mairies. Vous voyez comment tout le pays est sale, parce que c'est hyper centralisé. Et c'est ça qu'il veut maîtriser. Personne ne veut laisser la gestion des ordures aux mairies. Chacun veut, parce qu'on a des sociétés, des frères, des sociétés, des élites du RDPC qui vont s'accaparer de ce marché. Et c'est comme ça qu'ils font pour gérer les élections. Thomas. Oui, je me sens un peu amusé lorsque j'écoute nos amis du RDPC, parce que moi je vais remonter plus loin. D'accord. Je commence par l'arrivée du Premier ministre, qui vient nous rappeler que devant notre porte, il faut qu'on débarrasse les ordures. C'est une honte pour le Cameroun que tout un Premier ministre d'un État, il descend de ses bureaux pour venir vous rappeler que la corbeille qui est devant vous là, qui est devant votre porte, il faut la vider. C'est un problème. Et je reviens sur la descente du RGPR. Ça veut tout simplement dire deux choses. La première des choses, c'est que il est en train de nous informer que tous ceux qui sont ministres au Cameroun ne le sont que de nom. C'est la première des choses qui vient nous rappeler. Et la deuxième des choses qui vient nous rappeler, c'est que le système étatique est hyper centralisé. De manière à ce que il faille que tout un secrétaire général, le président de la République, vienne, par exemple, couper le cordon de l'identification, comment vous appelez ça? Centre de production, des titres identitaires. Des centres identitaires. Or, une situation que c'est eux-mêmes qui ont créée. Maintenant, ils font comme si ils viennent éteindre un feu qu'ils avaient allumé il y a bien longtemps. Le pyromane sapeur-pompier. C'est compliqué. Je ne sais pas comment on peut défendre une telle chose. J'ai entendu... Peut-être à sa décharge, il faut rappeler que le centre est quand même un service rattaché à travers la DGSN à la présidence de la République, non? Oui, mais je crois que nous avons un délégué chargé de cela, qui est également rattaché à la présidence de la République. Ce n'est pas moi qui l'ai nommé. Peut le plus, peut le moins. Peut-être que le protocole d'État a jugé que le président de la République, effectivement, devait venir. Je voudrais revenir sur ce que M. Oudla vient de dire. Il dit que le Cameroun n'avait pas prévu le Covid. Je suis d'accord avec lui. Justement, l'appareil étatique n'a pas prévu le Covid. Mais il a prévu la corruption. Il a prévu les détournements de fonds publics. Il a prévu la gabégie. Il a prévu le ventronisme. Excusez-moi, c'est un néologisme, mais qui devrait trouver sa place. C'est-à-dire, les gens sont là pour se gaver du matin au soir, de se sucrer du matin au soir. Pendant ce temps, nous n'avons pas d'électricité, M. Yout. Et je suis sûr que pendant qu'on était en train de montrer cette cérémonie où le RGPR était là, il y avait des localités où il n'y avait pas de l'eau. Tu parles de localité, c'est à Douala, il y a l'électricité. Il y avait des localités, je parle même de Douala, non, je dis même Douala. Je suis sûr que le quartier voisin où il était, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Il y avait 150 élèves dans une salle de classe. Il y avait les immondices ci et là dans la ville de Douala. Est-ce que le RGPR a vu ça?
Ils connaissent. Il a vu les populations. Youf, ce sont les populations. Et lorsque le Premier ministre le dévance même, vient faire le constat que la ville est sale. Donc cela veut dire que la présidente vient marcher sur les ordures. Non, c'est compliqué. Il y a des choses qu'on ne peut plus défendre dans ce pays. Vraiment. Et vous venez de dire là tout à l'heure que le président Cabral Libi, avant qu'il ne soit à l'Assemblée nationale, il y a des choses qu'il ne savait pas. C'est vrai. Il ne savait pas, par exemple, que Cabral est là depuis 1971. C'est vous qui êtes en train de nous rappeler ça. Qu'il a déjà plus de 50 ans de députation. Il est président de l'Assemblée nationale depuis 1992. Ah non, presque 35 Donc, vous voulez nous dire maintenant que... Vous voulez accuser le peuple qui a souvent réélu régulièrement... C'est le peuple qui veut le président de l'Assemblée nationale. L'honorable Kavaïgué, ou bien qui est à blâmer? C'est le peuple qui fait confiance et renouvelle sa confiance à l'honorable Kavaïgué, qui ne sait plus quoi faire? Non, votre peuple là, on le connaît déjà. Ah, donc lorsque ce peuple-là élit l'honorable Kabal Libi, ce peuple-là est sage. Mais lorsqu'il élit l'honorable Kavaïgué, ce peuple n'est pas sage. Mais à la longue, c'est la même élection qui est organisée. Et là, vous acceptez l'élection de Kabal Libi comme une bonne élection authentique. Et celle de l'honorable Kavaïgué n'est pas bonne. Je suis d'accord. Moi, je ne comprends pas. Je suis d'accord. Président de l'Assemblée. Tout député peut être président de l'Assemblée. Nous, on connaît le Il faut peuple. juste avoir la qualité Nous, on d'être connaît député. le peuple là qui élit les gérontocrates. Nous, on le connaît. C'est ce peuple-là qui a dit qu'il payait la caution de 30 millions au président de la République. Mais ils ont commencé à bagarrer pour 350 000. Voilà votre peuple-là. Voilà votre peuple. Un peuple de comédie. S'il vous plaît, laissez le Cameroun tranquille. Nous ne sommes pas amnésiques. On ne dit pas que vous n'avez rien fait. Mais nous disons que vous avez tellement bien fait que laissez comme ça. Et dites-le au peuple. C'est ce que nous disons au peuple tous les jours. Le deuxième axe... Alors vous vous sentez donc écouter? À partir de ce moment, vous ne vous posez pas de bonnes questions? S'il n'y a pas de fraude électorale, ça voulait dire que ce n'est pas ce message que le peuple veut entendre. Il a déjà réagi dessus. Est-ce que vous savez que le peuple ne veut pas entendre ce message? Il y a des maires qui sont élus, les maires RDP qui sont élus avec moins de 100 voix. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut être maire dans un pays avec 100 voix? Est-ce que le vote est obligatoire au Cameroun? Donc on peut être élu avec 100. Est-ce qu'on a dit dans le cadre du code électoral qu'il faut avoir tel taux de participation? 1 million d'électeurs au le suffrage valablement exprimé est sur la base de ceux qui participent au vote. D'accord. C'est pour ça qu'on vous dit que mobiliser le deuxième axe du thème électoraux. Qui participe dans le vote? Parce que même le fichier électoral, nous ne sommes pas au courant. On fait comment? Le deuxième axe du thème s'interroge sur les divisions. Vous avez mis le fichier électoral. L'opposition. Vous êtes membre des commissions mixtes, non? Ce que vous avez mis en ligne, quand les gens entrent là, ça ne donne pas. Ça donne un jour, ça ne donne plus. Ça donne un jour, ça ne donne plus. L'affichage, vous avez oublié. Le deuxième. Non, je dis le lien que vous avez donné aux populations. On est en train de moderniser, mais c'est là. Vous êtes en train de moderniser. Les listes sont affichées. Après 43 ans. Les listes sont affichées. Où? Dans toutes les antennes, comme les listes sont 43 ans de bricole. Présentez-vous. Vous voyez que vous étiez en train de célébrer. Depuis le 26 décembre. Vous étiez en train de célébrer 48 heures de CNI. Comment on dit au quartier, les gars qui font dans le code amené là? Donc vous célébrez en 43 ans. C'est après 43 ans qu'on fabrique les CNI. Jean-Claude dit que le fichier national est publié. Où? C'est ce qu'il dit là. Où? Il est là. Ils ont mis le lien sur le. C'est affiché où? Ils ont mis le lien. Au niveau des antennes. Donc il y a une Dans le antenne. fichier qu'on revendique Chaque depuis le antenne 31 décembre. a ses inscrits. Depuis le fichier Est-ce que tout ça peut suffire Je dis que chaque antenne et les CAM a ses inscrits. Est-ce que c'est faux? Et l'ensemble des acteurs politiques sont membres de la commission mixte. Est-ce que la disposition qui demande à l'ECAM d'afficher le fichier électoral est déjà disponible? Le fichier est disponible selon la disposition électorale. Disponible selon quelle disposition lorsque les juridictions vous ont répondu? Que quoi? L'opposition en quête d'unité, illusion ou réalité, on interroge. On parlait de positionnement. Oui, au sein de leaders, l'État. Oui, et des hommes, des acteurs d'activité économique. Vous savez, dans le monde, il faut reconnaître une chose. Les hommes d'affaires, ils sont là pour investir. Qu'ils soient les locaux ou bien les étrangers, ils sont là pour investir. Donc, ils ont besoin d'une stabilité. Maintenant, la question, c'est est-ce que le président Paul Biya est l'homme de la stabilité pour leurs affaires? Point d'interrogation. Vous savez, nous sommes pas loin
de ce qu'on a vécu dans un pays frère qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Je veux dire, c'est-à-dire quelqu'un qui a mis long au pouvoir, qui a atteint un certain âge. Donc ces hommes d'affaires, ils sont en train de faire ce qu'on... Ils sont en train de prendre un risque. Ils peuvent miser sur le risque au candidat Paul Biya. Ils peuvent miser sur un autre risque. Cela dépend d'eux. Mais le plus important pour nous, c'est de conserver, que ce soit le président Paul Biya ou quelqu'un d'autre, la stabilité. Et c'est cette stabilité politique qui va de la stabilité économique et la stabilité sociale. Ensuite, vous avez parlé de l'île de positionnement. Bien sûr qu'il y a l'île de positionnement. La preuve, vous voyez qu'ici, Youf, il veut nous expliquer des choses qui sont inexplicables. Il veut nous justifier le fait qu'aujourd'hui, à Douala, il y a l'insécurité. Vous voulez dire qu'il se positionne? Mais lui, il est même déjà positionné d'abord. Est-ce qu'on a besoin de dire, c'est mon frère, on se connaît bien. Il est même déjà positionné. Il vous a dit qu'il a eu la chance d'être dans la salle où il y avait le SGPR. Est-ce que vous étiez là-bas, Djibita Tongo? J'avais une équipe là-bas. Donc, il y avait une équipe de SCV. Non, je dis en temps, hormis le fait que ce journaliste, est-ce que vous étiez là-bas? Non, je veux dire que rien ne m'en a empêché. Bon, vous connaissez. J'aurais pu être comme SCV était représenté. Voilà. Est-ce que le gars Tantapion qui sort peut-être de Panda Peuple ou de Yassa pouvait être là-bas? Vous comprenez donc qu'il est positionné. Je reviens à ce que je voulais dire. Vous savez, nous sommes à une étape du pays où il faut être un peu plus sérieux. Vous avez cité le président Kavaï. Est-ce que vous connaissez la route qui quitte de Mawa, Tokombere, son village, où il est élu? Quand vous parlez même, vous dites le peuple, le populaire, vous parlez même de qui au juste? Moi, je ne comprends pas. Parce que moi, je vais vous dire, lorsqu'on va arriver plus tard, ma conviction sur ce que je crois, personnellement, par rapport à l'état du pays et ce qui va se passer lors des élections qui arrivent. Mais vous savez, nous sommes en droit, nous sommes même dans l'obligation de vous dire certaines vérités. Le régime a des défaillances, il n'est pas bon. La gouvernance n'est pas bonne. Si on ne vous dit pas cette vérité-là, c'est qu'on vous trompe. Et l'honnêteté, la décence, vous voulez qu'on vous dise d'abord cette vérité, peu importe ce qui arrivera devant. Ceux qui se positionnent aujourd'hui, ils sont libres de se positionner. Il y a des gens qui sont entrés dans le gouvernement en 2018. On va aller avec un gouvernement qui a fait 7 ans. 7 ans d'immobilisme gouvernemental. Et pendant ces 7 ans, on a connu tous les scandales qu'on n'avait pas encore connus par le passé. Savannah, Kangate, Covid-Gate, etc. Mais on va continuer. On va aller probablement jusqu'à l'élection présidentielle avec le même gouvernement. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ceux qui aujourd'hui sont positionnés et qui veulent davantage de position ailleurs, vous savez qu'il y a une personnalité dans le littoral, par exemple, qui attend depuis Mathusalem qu'on le nomme ministre. Je ne vais pas citer, mais Youf sait très bien de qui je parle. Non, je ne connais pas. Non, je vais vous dire un offre après. Non, il y a beaucoup qui attendent d'être nommés. Vous voyez, l'organisation dit qu'on reçoit la communauté, on dit qu'on reçoit les chefs Sawa, on dit qu'on reçoit la communauté Pombaji. Tout ça c'est le même genre. Hein. Mais chacun vient parce que il faut que chacun ait une casquette de leader pour venir se positionner. Vous voyez, on vous dit qu'il y a la corporation, le moto-taximan. Et les moto-taximan appellent à la candidature du président Paul Biya. Mais vous, et même le secrétaire général, j'ai lu sur le site de la signature web, Facebook, leur page Facebook, que le secrétaire général dit qu'il a reçu la confidence des moto-taximan qui lui ont dit que le président Paul Biya est le premier moto-taximan au Cameroun. Nous, on a dit bravo. On sait que tout le monde est avec vous, toutes les corporations, même les bébés, comme quelqu'un écrit, sont avec vous. Il faut dire qu'il y a eu un démenti sur cette information. Il faut le préciser. Non, moi j'ai bien dit la page Facebook, le SIA TV Web, je l'ai vu aujourd'hui. Je dis bien le SIA TV Web qui a donné l'information. Comme ils avaient d'ailleurs donné l'information sur la visite du SGPR, lorsqu'il allait à l'extrême nord, il a vu le peuple, il a vu les populations, et tout le monde sait ce qui s'est passé. Mais dès que les populations ont fait l'erreur de le laisser discuter avec ce qu'on appelle les élites, entre guillemets, le lendemain matin, on voyait déjà comment les boubous blancs avaient les choses kaki dans les poches, et les gens sont venus devant les caméras nous dire que non, hier c'était un malentendu. Mais je ne sais pas qui vous trompez, parce qu'en réalité, le président Paul Biya connaît ce pays mieux que nous tous. Et d'ailleurs, même lorsqu'il s'exprime, ça se ressent. Mais seulement, on se pose toute la question, pourquoi il laisse faire tout ce qui se passe dans ce désordre? Dans ce pays, pardon. Pourquoi il laisse tout ce désordre s'installer? Et c'est pourquoi nous devons combattre les gens comme vous, qui soutenez ce qui se passe, la mauvaise gouvernance dans ce pays. Parce que vous n'êtes pas les hommes qu'il faut pour diriger ce pays. Il faut que le président Paul Biya comprenne, lui-même, à 92 ans, soit sérieux. Combien de nous-mêmes ont eu la chance d'avoir le grand. C'est pour ça que vous allez aux élections, non? Pardon? C'est pour ça que vous allez aux élections. Mais bien sûr, moi j'ai 33 ans, je ne peux pas confier mon destin à monsieur 92 ans, sauf si ma tête ne tient pas. Il faut quand même être sérieux. Les élections. Ça veut dire qu'on va finir avec un mandat, un président centenaire. Bon, ils vont nous dire qu'on a une chance, c'est une grâce. Oui,
Mais on préfère que le président nous accompagne en sortant par la grande porte, en étant celui-là que quand le pays ne va pas, il vient pour trancher, pour faire profiter aux hommes qui sont en responsabilité de son expérience, parce qu'il en a accumulé 62 ans au commis de l'État, 42 ans qu'il est président de la République. Il a eu du parcours. On a besoin de lui pour apporter son expérience quand ça ne va pas. Mais pour le travail de la présidence, là, vraiment, qu'il laisse quelqu'un d'autre prendre le pays et nous diriger vers quelque chose de nouveau. Deuxième axe, l'opposition en quête d'unité, illusion aux réalités, les divisions et rivalités entre les leaders de l'opposition, les tentatives d'alliance et leurs limites, l'impact des candidatures indépendantes sur le scrutin. Blaise Takam. Oui, Commence par vous ce tour de table. Oui, je veux aussi ajouter quelque chose en 30 secondes. Allez-y, et puis vous revenez sur la question. C'est que pourquoi est-ce que le SDF prône le fédéralisme? Le SDF prône le fédéralisme pour éviter tout ce qui se passe là, parce que il vient de citer, le SGPR vient. Quand il négocie avec telle communauté ou telle autre, comme il a dit, il y a les gens qui attendent la nomination. Ça fait qu'il doit élargir le poste ministériel. Il doit élargir beaucoup. On est déjà à combien de ministères, combien de directeurs? Parce que il doit satisfaire tout le monde. Plus il crée le poste, plus on se retrouve à un gouvernement pléthorique et les milliards s'envolent. Vous constatez que dans le budget de cette année, on a près de 5 milliards et demi qui va seulement au fonctionnement. Sur 7 milliards. 5 milliards et demi qui va au fonctionnement. 5 000, vous voulez. C'est 5 500. Oui, 5 000. Oui, oui. Oui, parce que vous avez parlé de 5 500 milliards, voilà, qui va au fonctionnement uniquement. C'est pour combler toutes ces négociations-là. Et c'est pour ça que seul le fédéralisme peut réduire ça. Parce qu'il faut, avec le fédéralisme, ça réduit d'abord la taille du gouvernement. Donc vous voulez dire qu'on paye 65 membres du gouvernement, 67 membres du gouvernement avec 5 000 milliards? Il y a des ministères qu'on pouvait jumeler. Et ça devait faire l'économie. Qu'on pouvait jumeler. Avant, c'était pas jumelé. Voilà. Quand moi, et ça fonctionnait. Le ministère de l'Éducation et des ça Sports, fonctionnait. Le ministère de l'Éducation nationale. On a pris tout la saucissonné. Tout le monde. C'est ça. Donc c'est ça. On peut revenir sur la question... Oui, c'était pour interroger un peu, du moins c'est le deuxième axe, l'opposition en quête d'unité, illusion en réalité. Il s'agit d'interroger les divisions et rivalités entre les leaders de l'opposition, les tentatives d'alliance et leurs limites, l'impact des candidatures indépendantes sur le scrutin s'il y en a, et puis le rôle des forces extérieures. Non, ça c'est le rôle, c'est autre chose. Donc voilà un peu les trois éléments de cette axe. Il va vous dire que le fleuve ne se jette pas dans la rivière. Non, je vais plutôt dire que c'est le parti au pouvoir qui tire les ficelles pour que l'opposition ne puisse pas s'unir. Donc, tu pouvoir créer les partis politiques de l'opposition. Oui, parce qu'ils tirent les ficelles. Excusez-moi, oui, le peuple, les populations attendent vraiment cette union de l'opposition qui n'est pas une panacée. Donc, on ne peut pas gagner les élections présidentielles seulement avec l'unité de l'opposition. En 92, John Fundi a gagné. C'était pas tous les grands ténors de l'opposition étaient candidats. Mais il a fait sa coalition et il a gagné. Même comme le RDPC a pu confisquer. Donc, le SDF est déjà parti pour une... On ne sait pas si on va appeler ça coalition. On a une plateforme avec les plus grands syndicats du Cameroun actuellement. Et on a présenté lors du congrès d'investiture Vous avez choisi l'axe de vous mettre avec la société civile. La société civile. Maintenant, on est en train de... La question porte sur la coalition avec les partis politiques. Vous savez que la coalition doit d'abord s'investir sur l'idéologie et sur les stratégies. Parce qu'on ne va pas coaliser pour coaliser. Il faut... Est-ce qu'on est ensemble pour le fédéralisme? Est-ce qu'on est ensemble pour un changement dans la paix? Est-ce qu'on est ensemble pour la réduction du train de vie de l'État? Est-ce qu'on doit d'abord s'entendre sur un principe avant de voir qui doit être candidat? Mais nous ne sommes pas pour ceux qui disent d'abord qui doit être candidat avant de chercher les principes. Voilà ce qui... voilà le deuxième point qui nuit. Je ne sais pas. Et ceux-là se reconnaissent. Nous ne sommes pas... Donc ça, c'est le deuxième point. En dehors du fait que le RDPC tire les ficelles. Il veut vous dire que le SDF ne va pas coaliser. Non, nous avons rien commencé. C'est pour ça que je dis, nous avons cité, nous avons la coalition. Chacun dans l'opposition. Nous avons déjà une coalition avec la société civile et nous sommes en train d'entraîner les autres partis d'opposition vers nous. C'est un parti d'opposition. Et le problème, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui fait gagner les élections présidentielles. C'est la surveillance des votes pour éviter la fraude électorale. Parce que le RDPC ne gagne jamais les élections. Donc, le RDPC ne gagne jamais.
Parce qu'il y a des gens qui votent par procuration. Le Conseil constitutionnel déclare. Oui, évidemment, parce que si l'opposition n'est pas présente partout et que le RDPC fait voter, même ceux qui n'existent pas sur la liste électorale, mais vous n'êtes pas présent partout. Le Conseil constitutionnel va... C'est pour ça que nous voulons être présents partout, parce qu'en 2018, aucune opposition n'a été présente partout. On est d'accord. Qu'est-ce qui vous empêche? Même le parti Vous avez eu 7 ans, présent non? partout. Voilà. Mais regardons le cas du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Avec toutes les intimidations qu'il y a eu, comment est-ce que le SDF pouvait contrecarrer toutes les fraudes? Et le RDPC a gagné là-bas, même avec 5% qu'on a dit. Ils ont pu gagner avec 100 voix ici, là. Et là, ils ont eu les maires avec 100 voix. Comment est-ce que nous pouvons surveiller ça? C'est le RDPC qui a donné le résultat là-bas. Donc c'est un résultat du RDPC. Est-ce que c'est normal que dans un pays unifié par 2 États, un État anglophone, un État francophone, qu'on puisse considérer une élection où un pays on n'a pas voté dans un pays? On est unifié, certes, mais c'est un État qui s'est adjoint à un autre État. On n'a pas voté là-bas. Nous sommes tous d'accord. Mais comment est-ce que vous avez pu accepter qu'il y a eu élection là-bas? Et le SDF a revendiqué ça. Bon, quand le SDF revendiquait qu'il n'y a pas eu d'élection là-bas, peut-être d'autres ont dit qu'ils ont gagné les élections. Quand le SDF boycottait les élections. Nous n'avons pas boycotté les élections. Dans l'histoire du SDF, vous vous souvenez pas? Non, nous parlons de 2018. Non, enfin, nous avons tiré les conséquences. Sachez aussi qu'il y a eu des moments où vous avez boycotté. Nous avons tiré les conséquences du boycott des années antérieures. Et nous ne pouvons plus boycotter les élections. Et c'est pour ça que nous sommes candidats. C'est pour ça que nous sommes même les premiers candidats actuellement. Parce qu'on a investi notre candidat légalement. Il est légitimement candidat en attendant qu'on convoque le corps électoral. C'est même le seul qui est présentement clair pour être candidat. Il a versé la caution? Tout a été versé. Okay. À qui? À qui le droit? Ça, c'est l'affaire interne. Non, il parle de caution interne. Nous avons versé ça, c'est l'affaire interne. Tout a été vérifié. Thomas, l'opposition en quête d'unité, illusion ou réalité, on interroge la division et rivalité entre les leaders, les tentatives d'alliance et leurs limites, l'impact des candidatures indépendantes sur le scrutin s'il y en aurait. Non, je ne pense pas que votre question engage le PCRN. Vous savez que l'honorable Kaba-Libi a toujours été pour l'idée de la coalition depuis 2018. Dès qu'on a annoncé les 9 candidats pour l'élection présidentielle, il était le premier à se tenir sur le perron pour dire « Je suis prêt à coaliser ». Bon, mais les autres n'ont pas suivi parce qu'ils estimaient que peut-être il était trop jeune pour ça, mais on n'est jamais trop jeune pour avoir une meilleure idée. Donc le PCRN est constant. Nous appelons à la coalition. Et dernièrement d'ailleurs, notre président a réitéré ce besoin, où il a appelé la coalition réformatrice, où il disait que ça peut se faire. Sauf que ceux qui doivent coaliser doivent comprendre qu'il y a 3 axes principaux sur lesquels il faut intervenir ou interagir le moment venu. Et il faut qu'ils se mettent d'accord. Le premier axe, c'est faire l'audit politique et économique du Cameroun. Ça nécessite un audit. Le second axe, c'est revisiter notre histoire commune. Vous savez, depuis un certain temps, il y a des couacs sur l'histoire du Cameroun. Il y a les oui ici, il y a les non par là. Le troisième axe, c'est refaire un code électoral et une nouvelle constitution. Donc ça, c'est un axe qui nous est trop cher et sur lequel nous sommes en train de travailler de jour comme de nuit. Maintenant, je peux rejoindre le frère du SDF qui dit on ne va pas coaliser pour coaliser. Il faut coaliser avec des personnes qui sont à même de vouloir la bénédiction, je veux leur dire, la prospérité du Cameroun. Je ne veux pas dire qu'il y a certains qui n'en veulent pas, mais on va faire avec ceux qui sont le plus proches ou bien le plus adéquat possible. Donc, la coalition, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord pour la coalition. Maintenant, il y avait une question sous-jacente. Oui, les tentatives d'alliance et leurs limites, les divisions et rivalités entre les leaders et l'impact éventuel des candidatures indépendantes sur le scrutin. Le père Conan, par exemple.
Oui, moi je suis très animé de parler du Père Kona parce que c'est un sujet qui vous intéresse, avec votre ministre qui parle de tout et de rien. Nous, pour une fois, vous nous donnez la latitude que vous reconnaissez que vous ne respectez aucune loi au Cameroun. Chez vous, le RDPC est au-dessus, ou alors le ministre est au-dessus de la loi. Parce que malgré les décisions de justice, vous parlez toujours du Père Kona. Donc cela veut dire que vous êtes exactement ce que vous ne pouvez pas ne pas être. Vous avez organisé un congrès. Donc je suis en train de dire en français facile. Vous avez organisé un congrès. Celui que nous avons annoncé à Kribi, vous avez fait quoi de ça? Vous n'avez pas de congrès. Vous avez fait quoi de ça? Vous n'avez pas un président qui a un mandat actuellement qui est effectif. Parce que le mandat qu'il avait est déjà échu. Vous parlez de quoi? Votre congrès le plus récent, c'était en quelle année? Vous parlez 2011. De quoi? Votre congrès le plus récent. 2011, là, le président a dit qu'on va arrêter. Nos tests ne sont pas vos tests. Les tests du RDPC prévoient. Si vous voulez qu'on parle des tests. Non, c'est une association. Les tests du RDPC prévoient que le bureau politique peut prolonger le mandat des membres du comité central. Le bureau politique s'est réuni quand? Il s'est réuni en novembre. En novembre 2023. Vous avez l'emballage. Il s'est réuni en novembre 2023. Il a prolongé le mandat. Et ils se sont réunis où? Ils sont réunis où? Dans l'endroit, ils sont réunis où? Ils se sont réunis autour du président de la République. Non, c'était où? Voilà. Donc vous faites les réunions du RDPC à la présidence. C'est ça que vous. On revient sur le thème. Nous sommes en train de parler de l'opposition. Vous ne voyez pas le problème? Organiser la réunion d'un parti politique, l'association à la présidence de la République, qui est une institution. On parlait de l'opposition. On a fini avec le RDPC. Il faut être sérieux. Vous acceptez au moins que ce bureau politique s'est réuni. Thomas, je voulais c'est bien de dire aux Camerounais de notre parti. La présidence s'est réunie en 2023. Comme dans les mairies ici, il s'était d'abord réuni en 2017. Prolonger le mandat et il s'était réuni également en 2023. Donc, au sens des tests de notre parti, nous sommes en harmonie. Tout est légitime. Oui. Vous êtes en harmonie. Okay. Mais par contre, au sens des tests du PCRN, l'actuel coordinateur du PCRN, dont il est en train de représenter. Il n'y a pas coordonnateur. Il n'a pas mandat. Il n'y a pas coordonnateur président du PCRN. Il y a président national. Il n'a pas cours légal aujourd'hui parce que son mandat est échu et il n'a pas organisé un autre congrès pour pouvoir avoir un nouveau mandat. Donc, Thomas termine. Il est le président fondateur. D'accord, je voudrais... Il est le président. Il est le président fondateur. Ça n'existe pas dans nos tests. Ça n'existe pas dans nos tests. Au moment où, lorsque vous avez un bureau qui n'est plus légitime, ça n'existe pas. L'administration peut se référer au premier bureau qui a permis la légalisation du parti. C'est ce que les tests du parti disent. C'est-à-dire que... C'est ce que la loi de la République dit. Oui, mais puisque à défaut d'avoir un nouveau bureau, si vous n'avez pas de bureau, on regarde les textes du parti. Le procès verbal de l'Assemblée générale constitutive de ce parti-là. Ce premier bureau est celui-là qui reste. Puisqu'il faut toujours des points focaux. Il faut toujours des points focaux à l'administration pour pouvoir se référer. Même si entre-temps, la légitimité de ce premier bureau est dépassée, n'a pas reçu une nouvelle confiance de tous les militants du parti. Je vous rappelle que le congrès qui a été organisé par le président fondateur Konan. Non, on dit pas Robert Konales, président fondateur. Par le président fondateur Konan, c'est son parti. Mais président fondateur, ça n'existe pas dans nos tests. C'est son parti. Ça n'existe pas dans nos tests. Il a au moins le mérite d'avoir créé son parti. Le RDPC, c'est la chose du président Paul Biya. Dès qu'il part, le RDPC disparaît. Président fondateur, ça n'existe pas. Les tests du RDPC disent, c'est-à-dire que quand vous voulez superposer est-ce que le PC, les tests du RDPC disent que l'Union nationale Moi, ça m'arrange qu'il en parle. Ça m'arrange qu'il en parle. Cela veut dire que c'est un sujet qui les préoccupe. Selon les éléments constitutifs du PCRN, est-ce que le PCRN appartient à Konan, au président Konan? Le président fondateur Robert Konan mon frère, a tenu un congrès. Le président fondateur de l'UNC. Mais par contre, on a parlé de l'annulation d'un congrès de Marois. Mais on n'a pas parlé du congrès de Bitiris. Qui a annulé, qui n'a pas annulé? Que faites-vous des décisions de justice? C'est-à-dire que les effets, non. Mais il faut aussi attaquer les effets du congrès de Thomas, je vous laisse poursuivre. Et à l'heure où je vous parle, le président Cabral Libi n'a pas de mandat. Moi, je suis au niveau du PCR. Moi, je vais partir d'ici très satisfait. Parce que le communicant du RDPC est en train de dire exactement aux Camerounais ce qui est en train de se passer.
Le SDF a tenu son congrès. Il n'y a pas eu d'opposition. Le MSA a tenu son congrès. Il n'y a pas eu d'opposition. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a contesté, au sein du SDF le congrès du SDF? Non. Le 8-2 avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a contesté au sein du MRC le congrès du MRC? Celui qui conteste la position du PCRN n'est même pas le PCRN, c'est le MINAT. Lui, il est même militant. C'est Robert Conan, Et entre-temps, vous avez convoqué le vôtre quand? Laissez Thomas parler. Bon, qui nous parle de leur congrès qu'ils ont convoqué? Thomas, allez-y. Je suis en train de dire que celui qui défend même mieux l'étiquette du PCRN, c'est le MINAT. Avant la défense, on n'en était pas encore là. Oui. Nous disons ceci. Au PCRN, il y a une contestation de congrès par un militant ou plusieurs militants. C'est ça la nuance, peut-être la différence avec les autres SDF et MRC que vous avez cités. C'est ce que je voulais lever comme équivoque. L'équivoque est levé, mais sauf que c'est l'équivoque organisé par... Bon, maintenant l'origine, moi je parle des faits. Voilà. C'est vrai que le thème parle de la face cachée. Maintenant, mais je parle des faits. Vous parlez des faits, mais les faits connus, c'est que Robert Conan a et la face cachée, c'est laquelle? Je ne sais pas. C'est vous qui allez nous dire. C'est justement ce que je suis en train de dire. Et la justice a dit le droit. Moi, je suis surpris que le communicant du RDPC vienne nous annoncer que la justice chez eux n'existe pas. Moi, ça ne me surprend pas de vous. Moi, vous êtes toujours. Moi, je vous ai conseillé d'attaquer les effets, on n'a pas besoin d'attaquer. On n'a pas besoin d'attaquer. On n'a pas besoin d'attaquer. Vous reviendrez après. On n'a pas besoin d'attaquer. La justice est déjà prononcée dessus. Et on n'y est plus. On est passé à autre chose. J'ai une question. Je vais vous poser la même question que j'ai posée à Kounia ici, il a tapé la bouche. Regardez cette caméra. Au cas où Cabral Libé ne réussit pas à être candidat avec le PCN, qu'est-ce que vous allez faire? Regardez les Camerounais, dites-le. Le moment venu, nous nous prononcerons. Bon, Blaise, un mot et puis Paul. Oui, j'étais en train de dire tout à l'heure, vous avez cité le SDF. Le SDF connaît le RDPC parce que nous avons traversé beaucoup d'étapes avec le RDPC. On a fait beaucoup de combats depuis 90. Et nous savons, oui, effectivement, comme tu le dis, si on est les amis, John Fungibo serait sénateur avant de mourir. Mais on ne peut pas comprendre que le RDPC est l'ami du SDF et John Fungibo perd les élections sénatoriales à Bamenda. Parce que le RDPC est allé acheter il est allé corrompre tous les conseils. Ça veut dire que le SDF allons-y. Je suis en train de citer. On ne peut pas dire que le RDPC est l'ami du SDF quand le RDPC pérennise la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest pour empêcher les militants. C'est les militants du SDF qui n'ont pas voté. Vous voyez? Donc vous êtes un parti régionaliste? Non, j'ai dit c'est les militants, je parle de ce cas-là. Plus apparemment pour vous, tout est le nord-ouest. Voilà ce qui s'est passé. C'est vous qui avez accusé le RDPC et le SDF. Vous n'êtes pas national. Vous avez dit au départ que quand nous avons gagné en 92, pour se disloquer le SDF, vous avez dit que le SDF est un parti anglo-bami, alors que nous avons gagné les élections dans tout le territoire. Comme vous avez vu ça, continuez à persister avec les négociations d'entrée au gouvernement où nous n'avons pas pu entrer parce que nos conditions n'étaient pas respectées. Vous avez maintenant cherché comment casser le SDF. Il fallait disloquer, enlever une tribu. Bonne information. Une tribu. Vous avez boycotté les élections qui suivaient en 97. Oui, laissez-moi dire. Et vous vouliez entrer au gouvernement comment? Laissez-moi continuer, oui. Ils ont cru qu'en enlevant, comme ils ont dit anglo-bami, en enlevant Bami, le SDF allait se casser. Malheureusement pour eux, ils ont tout fait. Ça n'a pas marché. Vous avez vu ce qui s'est passé. C'est les casseurs de dynamique. C'est les casseurs de dynamique. Actuellement, je comprends pourquoi qu'on a l'intérêt particulièrement. Donc nous avons su cela. Qu'est-ce que nous avons fait? Le SDF respecte. Vous n'avez pas pu entretenir. Laissez-moi finir. Comme nous avons su cela, le SDF respecte ses textes. Puisque nous ne faisons pas la corruption, on va entretenir quelqu'un. Donc vous entretenez vos militants. Très bien. Pas la corruption. Pas la corruption. Pas la corruption. L'entretien, c'est quoi? C'est être à leur écoute. L'entretien, c'est de leur démontrer que nous sommes prêts. Il n'y a pas de corruption morale là, dans ce que vous dites là. Non, il n'y a pas de corruption lorsque vous êtes là. Voici des militants qui ne voient que leurs dirigeants lorsqu'il y a des consultations électorales. Vous voulez que ces militants-là voient leurs dirigeants-là comment? Attention. Vous, du RDPC, vous voyez le président Paul Biya. Je dis, nous avons donc esquivé vos techniques du précisation du SDF
en respectant nos textes, parce que nous savons que c'est là que vous nous cherchez depuis, et nous avons esquivé ça. Nous respectons les textes. Pardon. Nous ne faisons pas l'erreur. Le fleuve ne se jette pas dans la rivière. C'est pour ça que... Dites-nous ça directement. C'est pour ça que nous sommes cela que vous êtes trop corrompus, non? Est-ce que le fleuve peut se jeter dans la rivière? Nous voici maintenant, vous n'avez aucun argument pour toucher le SDF. S'il y avait, vous aurez touché. En ce qui concerne la candidature indépendante, nous pensons que c'est une bonne chose. Que c'est une bonne chose pour amener d'autres nouveaux leaders dans la politique. Mais seulement, c'est une mauvaise chose en ce moment-ci où on voulait fédérer les forces pour pouvoir mettre de côté le RDPC. Parce que les candidatures indépendantes qui vont arriver là, c'est pour grignoter les voix de l'opposition. Le SDF est déjà bien parti. Oui, mais c'est le RDPC qui va leur donner les signatures. 300 signatures. Pour être candidat indépendant, ça veut dire que c'est le RDPC qui te donne les signatures. Ah non, donc, si le RDPC donne les signatures, non, les signatures peuvent venir des chefs traditionnels, ils ne sont pas du RDPC. Ils sont tous du RDPC. Mais non. Quel est le chef traditionnel? Donc votre chef est du RDPC? Lequel? Le chef de votre village est du RDPC. Vous avez inféodé les chefs. Vous savez mon village? Je n'ai même pas besoin. Dites-nous seulement, dites-nous qu'il est du RDPC. Vous avez inféodé. Il n'est pas de l'opposition. Sokoju, Sa Majesté Sokoju est du RDPC. Tu savais que c'est Bamendjou. Non, je lui donne un exemple de chef. Sa Majesté Sokoju est du RDPC. Mais il n'est pas de l'opposition. Il est du RDPC. Il n'est pas du RDPC. Mais il n'est pas de l'opposition. Il ne s'est jamais revendiqué du RDPC. Il a même dans une interview, il a dit qu'il a eu la carte du RDPC. Il est du RDPC. C'est juste qu'il n'est pas un tampion comme on peut vous donner une carte, mais il ne s'est jamais revendiqué. Il était président. Il était président. Et Paul Eyoum, l'opposition. Qu'est-ce qu'il faut pour se revendiquer? Paul Eyoum a la parole. L'opposition, enquête d'unité, illusion, réalité. Et puis Jean-Claude Fissio, tu vas prendre la parole. La première chose, je voudrais que les Camerounais notent que les partis politiques font maintenant les réunions à la présidence. Donc, quand l'AFP va vouloir faire la réunion sur son bureau politique au palais de l'unité, j'espère que ce sera ouvert. Puisque nous sommes dans la démocratie. Le président lui-même a dit préparez-vous à la concurrence. S'il reçoit les réunions RDPC au palais, il faut aussi qu'il accepte que pour l'AFP se tienne là-bas. Étant dit cela, revenant sur la question du Bita Tongo, je vous le dis, la main sur le cœur, les Camerounais nous regardent. L'opposition camerounaise est déçue. Vous savez, l'élection présidentielle à laquelle nous sommes en train de partir, c'est un tournant tellement important pour ce pays. Entre le président Paul Biya qui a 42 ans de pouvoir, le pays qui, à tous les niveaux, dans tous les secteurs, sur le chaos, les opposants camerounais sont incapables de s'asseoir, de faire taire les égos et de proposer une alternative crédible avec un leader d'envergure nationale capable de porter un projet. Voyant tout cela, c'est pourquoi l'AFP, depuis 2022, nous avons organisé des conférences de presse et nous avons toujours dit, vous pouvez remonter toutes les images que vous avez ici à STV par exemple, on a dit, tel qu'on voit la situation, le Cameroun actuellement a besoin d'une transition. Parce que ces élections, tous ceux qui sont en train de partir à ces élections, ils savent tous, nous savons ce qui va se passer. D'ailleurs, qui peut battre un homme dont on annonce que les Mami Ouattara sont aussi avec lui? Il faut quand même être sérieux. Mais la transition là se fera comment donc? Non, j'y arrive. C'est même dans une très bonne question. Pourquoi la nécessité de cette transition? Parce que le pouvoir en place, il est bloqué. La preuve, pour un gouvernement qui va faire 7 ans. En janvier 2026, ça fera 7 ans exactement que le gouvernement il est là en place. Voilà l'opposition qui n'arrive pas à se battre. Le code électoral, le système électoral est le même. Les gens qui sont pas aux élections, peut-être le nord, le nord-ouest, il y a toute la guerre là-bas. Il y a toute la crise sécuritaire, pour faire utiliser l'expression de crise de sécurité là-bas. Il y a les problèmes sociaux qui sont énormes, les revendications sociales. Il y a les problèmes, les défis énergétiques, il y a les défis économiques, il y a les déficits, les déficits alimentaires, énergétiques, etc. Il y a énormément de défis actuellement. Et les opposants camerounais, tout ce que les gens font, c'est dire je suis le premier, mais le premier de quoi? Ce que les Camerounais attendent, c'est de voir des gens unis, rassemblés, leur proposer que bon, nous qui ne sommes pas d'accord avec la gouvernance du renouveau, voilà ce qu'on vous propose. Malheureusement, tout ce qui intéresse les gens, ce sont les diatribes, ce sont les propos acerbes entre opposants. Et moi, je vous le dis, si nous échouons l'élection d'octobre qui arrive, tous ceux qui auront cette élection,
ils partiront, comme ils vont en octobre, là, eux-mêmes ils vont partir dans l'oubli de l'histoire avec le candidat Paul Biya, quitte à ce que lui gagne. Nous aurons aimé que tu nous dises ce qu'il faut faire. Je suis en train d'y arriver. Ouais, tu as lu tes petits papiers. Dis-nous ce qu'il faut faire. Laisse-moi. J'ai lu parce que j'ai écrit. Moi, je n'ai pas les papiers comme toi, mais laisse-moi m'exprimer. Parce que tu commences par dire que l'opposition. Je suis en train d'arriver. Et c'est la même opposition que tu veux appeler à l'unité. Mais à l'union. Donne-nous alors la force. Ça va se passer donc comment? Mais laissez-moi Les m'exprimer. gens qui déçoivent vont se réunir comment? Mais justement, ils déçoivent pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à se réunir. Oh, pourquoi on parle de la transition? Parce que dans le projet de transition que l'AFP propose, il s'agit de quoi? Nous voyons la situation de crise que j'ai évoquée, c'est-à-dire que ce soit au pouvoir, que ce soit l'opposition et tous les problèmes sociaux. Au cours de la transition, c'est un projet dans lequel on dit ok, le pays ne va pas bien. Il faudrait donc qu'on propose aux Camerounais de nous asseoir 3 ans pour réfléchir sur le pays. Parce que la vérité, c'est que le Cameroun n'a pas de fondamentaux d'un État. Lorsque vous regardez la constitution du Cameroun, c'est une constitution qui a été calquée ailleurs, elle a été prise, elle a été mise ici. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on rencontre beaucoup de problèmes. Par exemple, la 4e République. Hein. Pardon, justement, quand Kouchi est encore président, ils ne sont même plus à la 4e. Justement, pourquoi? Et c'est même un très bon exemple, comme vous citez la France, la 4e République. De Gaulle, après la libération en 1944, il fait pratiquement 12 ans dans le désert. Bon, le désert, c'est une expression politique. Et lorsqu'en 1958... La France est la 5e République. Justement, c'est ça que je suis en train de dire. La 4e. Lorsqu'il arrive... Lorsqu'on va vers lui, lorsqu'il y a la crise politique, Coty est président de la 4e République française, on va vers De Gaulle, je crois en 57-58, et il dit, je suis prêt à revenir, mais à une condition, la constitution française, qu'on la revoie. On étudie une nouvelle constitution de la 5e République aujourd'hui, on la propose par référendum. Le peuple adopte la nouvelle constitution française, la 5e République, c'est-à-dire la base de l'État qui existe aujourd'hui. De lui à Macron aujourd'hui, ça fait 8 chefs d'État. Nous, on n'a même pas de base. Une véritable constitution. Et c'est pour ça qu'on a les problèmes, par exemple, communautaires, le tribalisme, parce qu'on ne s'est jamais assez pour définir. Lors de cette transition, il y a les problèmes comme j'y arrive. Non, je suis désolé. Vous avez été incapable, même les recommandations du Grand Dialogue, vous êtes incapable de donner aux collectivités territoriales décentralisées les 15%. Donc vous n'avez pas de leçon à nous faire. À ce niveau, vous avez par exemple la carte administrative du Cameroun pose problème. Moi, je dis souvent aux gens, les Camerounais ne voyagent pas. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas les choses. Ce week-end, par exemple, moi j'ai eu la chance. J'étais entre Fumban, Baganté, le Mbamino. Lui, il a parlé du Mbam. Et Baganté, etc. Et je vous assure, quand vous voyagez dans ce pays, vous comprenez que la carte administrative est un problème. Vous avez tous des territoires qui sont vastes, comme le Nkam ou le Noun. On vous dit que c'est un département. D'ailleurs, prends le cas de l'Ouest. Le Noun qui a 55% du territoire de l'Ouest. On vous dit que c'est un département. Mais 45% du territoire de l'Est a 7 départements. Des incongruités terribles. Quand vous prenez la carte électorale du pays, vous vous rendez compte que le Sud, par exemple, a 11 députés. Mais la population là-bas, elle est 5 à 6 fois moins que dans les régions comme le littoral. Oui, est-ce que c'est pour ça que vous ne savez pas candidat? Takam, ouais, tu vas parler. Laisse-moi parler. Je sais. Mais c'est comme ça que le SDF veut nous gouverner. Mais j'y arrive. La région du centre, qui a plus ou moins la même population que le littoral, a 28 députés, pendant que le littoral a 19 députés. Et quand vous entrez encore dans la liste littorale, on vous dit les sièges de députés, c'est par département. Le Foundji, par exemple, c'est une circonscription. La Menoua, c'est une circonscription, etc. Mais quand vous arrivez dans le Fouri et le Mungo, qu'est-ce qu'on fait? Dans le Camp, c'est une circonscription. Mais dans le Fouri, qu'est-ce qu'on fait? On a Fouri centre, Fouri est, Fouri ouest, Fouri sud. Dans le Mungo, on a Mungo nord, Mungo sud. Pourquoi? Parce que c'est des zones contestataires politiquement. Et il ne faut non pas qu'on mette sur le plan politique les départements. Sinon, on va se retrouver avec des villes qui sont totalement dirigées par l'opposition. Vous avez le problème, lorsque je parle du recensement de la population, quelque chose d'extrêmement important. Parce que vous avez les problèmes sécuritaires que j'ai évoqués aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un phénomène des Centrafricains et des Tchadiens qui sont arrivés. Tous les gens que vous voyez sur les motos la nuit, des gens bizarres, qui agressent les gens. Il faut qu'on sache, qu'on connaisse le nombre exact de personnes qu'il y a dans nos villes et qui est camerounais, qui ne l'est pas et où ils sont logés, qu'on puisse les maîtriser et avoir dans chaque niveau résoudre le problème sécuritaire. Vous avez le problème de la carte d'éducation. Parce que, oui, je suis en train, c'est pour dire quoi? Et même la gestion des communautés, les problèmes communautaires, c'est pour dire que ce ne sont pas les élections qui résolvent ces problèmes. Pourquoi? Parce que ce sont les problèmes d'intérêt général qui méritent une discussion consensuelle et totale de toutes les forces vives de la nation. Une fois que ça a été fait, qu'on a discuté sur tous ces préalables, qu'il y a un minimum d'entente, les gens peuvent maintenant, plus tard, aller aux élections, proposer
des programmes sur la base du minimum consensuel. Je prends un cas très simple. Vous savez, il y a le problème. Certains disent que dans les régions, il y a des personnes qui sont, le cas par exemple de l'extrême nord, vous allez voir que ceux qui dirigent là-bas, les maires, les députés sont totalement la région de l'extrême nord. Ailleurs, on veut dire qu'il y a des régions où il y a des personnes qui sont entre guillemets halogènes, qui sont dirigeants, ça pose un problème. Or, comment on va donc résoudre un problème comme ça si chacun a sa vision? Moi-même, si on me donne le pouvoir là maintenant, c'est ma vision que j'applique. Or, il faut que ma vision soit basée sur un minimum consensuel de l'État. On ne crée pas un État sur la base de sa vision unique et unique. On crée l'État sur la base d'un consensus. Et c'est ce consensus, c'est que la République que la France a eu et que nous devons avoir. Vous me rejoignez, c'est ce que j'ai dit. Non, on ne vous rejoint pas ici. Parce que j'ai parlé de la coalition réformatrice tout à l'heure. Non, ne faites pas les gens. Non, j'ai parlé de la coalition à la parole. Non, vous parlez de la coalition, vous ne parlez pas des fédéralistes. Jean-Claude, l'opposition en quête d'unité. Je n'ai pas parlé de fédéralisme communautaire. Non, mais jusque-là, on ne vous rejoint pas, frère. L'opposition en quête d'unité, illusion aux réalités, les divisions et rivalités entre les leaders, les tentatives d'alliance et leurs limites, l'impact éventuel des candidatures indépendantes sur le scrutin. Avant de répondre à votre question, j'aimerais... vous savez que nous sommes un pays frère et ami de la République centrafricaine et tchadienne. Les problèmes d'insécurité du Cameroun ne voudraient pas dire que c'est les Centrafricains et les Tchadiens. Qui a dit Vraiment, ça? il faudrait que nous regardons cela parce que la vérité, c'est que c'est depuis qu'il y a la crise dans ces pays voisins que l'insécurité a augmenté. Non, il est très important de pouvoir relever que nous avons des compatriotes centrafricains, compatriotes africains, centrafricains et tchadiens qui gagnent régulièrement et qui travaillent dur pour pouvoir mériter de leur salaire et ne sont cause d'aucun problème d'insécurité. Bon, une fois que vous l'avez dit, reconnaissons quand même que de temps en temps, il y a des bandes armées qui partent de la Centrafrique pour faire des incursions au Cameroun. L'Est. Reconnaissons quand même que avec Boko Haram, qui sévit sur le long de la frontière, on a des incursions au Cameroun. Je vous concède que le peuple centrafricain peut ne pas être impliqué dans tout cela, mais en même temps, on ne peut pas dire que il n'y a pas une flexibilité ou alors une forme de passoire de ces bandes armées-là sur notre territoire qui crée de l'insécurité. C'est ce que le chef d'État, son Excellence M. Paul Biya, appelle les défis sécuritaires qui se posent à nos frontières, à la frontière de l'Est, à la frontière de l'extrême nord et à nos frontières des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et même maritime, parce qu'il y a aussi les pirates. Sécuritaires. Et pour pouvoir donc juguler et encadrer et éradiquer ces défis sécuritaires, le chef d'État a mis sur pied un certain nombre de mesures à travers nos forces de défense et de sécurité. Dans le problème est réel. Et donc, nous saluons ici la bravoure. Donc, et le problème est contenu. Le problème est réel. Le problème est réel, puisque, souvenez-vous, le président de la République, souvenez-vous, le président de la République avait déclaré la guerre à Boko Haram. Revenons dans la question. Au Boko Haram, voilà. Il avait déclaré la guerre. Revenons dans le deuxième axe. Donc, pour revenir donc à ce deuxième axe, il faudrait qu'une analyse objective soit faite. Parce qu'en réalité, nous avons une multitude de partis politiques, de l'opposition, mais ces partis ne sont pas idéologiquement les mêmes. Il y a des partis qui ont une vocation de gauche et des partis qui ont une vocation de droite, des partis qui ont une vocation d'extrême gauche et d'extrême droite. Le SDF, par exemple, de M. Takam ici, se revendique comme membre de l'Internationale socialiste. Disons, c'est un parti de gauche. Les idées de la gauche ne sont pas les idées de la droite. Donc, si vous voulez parler d'une fusion ou bien de l'unité dans le cadre d'une candidature ou une solution alternative de l'opposition à partir des partis qui se revendiquent de la gauche, il faudrait qu'idéologiquement, le projet de société soit un projet de société de la gauche. Monsieur. Et à partir de ce moment-là, ce qui est dommage et dommageable ici, c'est que les uns les autres ne commencent pas par le projet de société. Si on prend les uns les autres ne commencent, ils commencent juste par les individus. Et les uns les autres commencent par les individus. Si on prend un peu l'exemple du pays qui nous inspire de la gauche, la droite, on voit bien que là-bas, ces barrières sont pratiquement tombées. Avec un président qui n'a plus de majorité, qui n'a plus de... Il est obligé de faire de composer avec toutes les parties sur la moindre question. Quelle que soit la question aujourd'hui en France,
il faut un consensus ou alors il faut un minimum d'entente entre les divers courants idéologiques pour que soit une loi, soit une décision importante soit prise. Je vous laisse reprendre pour répondre, Jean-Claude a la parole. Pour répondre à votre question, c'est un fait qu'il n'a pas obtenu la majorité à l'issue des élections législatives. Mais c'est pas un secret de Polichinelle que les idées qu'il porte sont les idées du centre. Et ce centre était un centre de gauche et un centre de droite. Vous voyez quand même l'extrême droite même aujourd'hui obligé de composer avec lui. Non mais aujourd'hui, sur la question de l'Ukraine, j'ai vu Marine Le Pen aller au ministère de la Défense et puis donner quand même un chèque en blanc au Premier ministre pour que la France sur le plan international, donc on ne peut plus le dire avec fermeté. Non mais aujourd'hui il y a trois blocs, ils ont trois blocs. Deux extrêmes, l'extrême gauche, l'extrême droite et le centre. Mais ici, je suis en train de vouloir vous dire que pourquoi ils n'arrivent pas, par exemple, à s'allier avec l'extrême droite lorsque vous êtes porteur des idées du centre. C'est parce qu'en réalité, idéologiquement, ils ne peuvent pas se retrouver. Donc, demandez donc à une opposition de présenter une candidature. Il faudrait d'abord que les uns et les autres puissent se revendiquer d'une certaine idéologie. Vous ne pouvez pas demander au SDF de porter des idées de droite lorsque eux-mêmes vous disent qu'ils le sont foncièrement et fondamentalement de gauche. Bon, donc voilà un premier frein. Et il s'est écoulé tout un mandat. Les uns et les autres se réveillent à la dernière année du mandat. C'est là où on commence à dire coalition. Non, c'est un travail de fond qui se fait au lendemain de la défaite à l'élection présidentielle. Ah bon? Où les uns et les autres doivent se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais si pour eux, mais ce qui est intéressant avec le Rassemblement démocratique peuple camerounais, c'est que malgré que nous avons l'assentiment du peuple camerounais, le président de la République a été élu à 71,28%. Mais nous constituons toujours une majorité présidentielle qui gouverne avec nous. Et nous faisons un effort de rester avec cette majorité présidentielle, d'écouter cette majorité présidentielle. Il n'y a pas de fissure au sein de cette majorité présidentielle. Ça revient au mérite du président de la République. Il a toujours su le faire. Et même au moment où on n'avait pas la majorité absolue à l'Assemblée, vous vous souvenez qu'on avait coalisé avec le MDR. On a à la tête du pays un acteur politique, un fin politicien qui sait faire les compromis. Les autres ne savent pas faire les compromis. Ils vont vous dire que le fleuve ne se jette pas à la rivière. Je suis un grand parti, c'est les petits partis qui doivent se jeter à moi. Conclusion, ils ne peuvent pas coaliser. On appelle ça le suicide collectif. Je vous donne un autre exemple. Le candidat du SDF, l'honorable Joshua Oshé, il est garant aujourd'hui du projet de société qui a été présenté à l'issue de leur congrès. Il sauver le Cameroun. Donc, à partir du moment où s'ils décident de coaliser et de vouloir modifier ce projet de société, il faudrait qu'ils aillent de nouveau se référer à ces militants à travers un congrès extraordinaire. Parce que certains pensent qu'ils ont obtenu un mandat pour aller faire ce qu'ils n'ont pas obtenu comme mandat. Donc, à partir de ce moment-là, c'est des difficultés. Parce qu'en réalité, c'est ça qui fait en sorte que pour pouvoir parler des alliances, il faudrait d'abord que les uns et les autres, non seulement s'entendent sur le projet de société, mais consultent la base électorale. Est-ce que les militants vous ont donné ce mandat? Est-ce que les militants vous ont dit d'aller les fusionner ou bien les fondre dans le cadre d'un projet de société d'un autre parti ou bien d'une autre formation politique? Aujourd'hui, le PCR n'en peut même pas encore parler parce qu'ils n'ont même pas encore de président. Lorsqu'ils auront un président et un candidat, on pourra parler d'eux. Mais aujourd'hui, non, ni président, ni candidat. J'ai cru que c'est Kouna qui était président, finalement, c'est plus Kouna. Non, je vous dis qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de président. Donc, nous observons cela, mais nous disons au peuple camerounais que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais fonctionne avec la majorité présidentielle. Le quatrième axe. Et nous remercions l'ensemble des acteurs qui sont en train d'appeler à soutenir la candidature du président de la République ou du candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il y a certains qui ont même organisé leur congrès et qui ont dit que eux,
ils sont là pour soutenir les stratégies électorales entre mobilisation et manipulation, l'impact des réseaux sociaux et de la guerre de l'information, les moyens de pression et d'intimidation politique, le rôle des médias et de la société civile dans la transparence du scrutin. Thomas. Merci, parce que là, tu as parlé de la manipulation. Ça fait partie des axes. Voilà, nous venons de voir ça avec M. Yout. Comment ça? Qui est en train de vouloir manipuler l'opinion. Tout à fait. Et il redit ici, sur votre plateau, que le RDPC, la loi est derrière lui. C'est ce qu'il est en train de nous dire. C'est-à-dire que les décisions de justice pour eux ne valent pas. Ce qui vaut, c'est leur opinion, avec leur minate. Donc je comprends qu'ils sont en mission commandée pour ternir l'image du PCRN. Mais M. Yout, c'est normal. Vous savez qu'on ne jette que les pierres sur un arbre qui porte de meilleurs fruits. Je vous comprends. Vous êtes en émoi, vous êtes pratiquement perdu. Chaque fois que vous parlez de Cabral Libye, c'est-à-dire que vous êtes pratiquement en transe. Je vous comprends. Et je ne serai pas surpris que demain, je vous retrouve avec la carte du PCRN. Ça, c'est une façon de... Ça, c'est une parenthèse. Donc, pour les stratégies, là, je voudrais revenir sur ce que mon frère de l'AFP a dit. On ne peut pas vouloir une chose de son contraire. Voilà. Parce que lorsque vous dites que l'opposition vous déçoit, et c'est la même opposition que vous invitez à l'union, à l'unité. Il n'y a aucune antinomie. Vous aurez la parole. À l'unité. Il n'y a aucune antinomie. Et il y a un problème. Ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, et notre président l'a dit, et l'a redit plus d'une fois. Il est pour... Je parle, il n'y a pas deux présidents. Il n'y a pas de président. N'écoutez pas les sirènes. Moi, je suis perdu. N'écoutez pas les sirènes du désordre du RDPC et de son ministre de l'administration territoriale. Nous nous en tenons aux décisions de justice et on avance. Je disais donc que notre président, l'honorable Cabral Libye, l'a toujours dit. Il est prêt à coaliser. Maintenant, il faut que les stratégies soient communes. Il faudrait que les opinions soient communes. Même s'il y a des divergences, les divergences ne doivent pas être au-dessus de la volonté populaire. Parce que nous avons comme l'impression que les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, veulent que les partis de l'opposition leur présentent un projet, un seul projet de société, même s'il faille que nous adoptions ce projet pour la transition. Donc, pour être dynamique sur le point que vous venez de soulever, je dirais tout simplement que nous voulons fusionner, nous voulons coaliser, sauf que... Vous n'allez pas le faire. Nous allons le faire. Nous allons vraiment le faire. À minuit. Merci. Nous sommes en train de le faire. Alors, essayons d'être bref, parce qu'on a encore un dernier point qu'on va aborder tout à l'heure. Blaise Takam, sur les stratégies électorales entre mobilisation et manipulation, l'impact des réseaux sociaux et de la guerre de l'information, les moyens de pression et d'intimidation politique, le rôle des médias et de la société civile dans la transparence du scrutin. D'accord, oui. Je veux aussi aller dans le sens de mon ami du PCRN envers le camarade de Youm qui tire sur l'opposition et lui-même il est de l'opposition. Ce que je voulais savoir, c'est que l'AFP est candidat? Non. L'AFP supporte une coalition? Non. L'AFP supporte un candidat? Non. Mais comment est-ce que l'opposition peut décevoir quelqu'un qui n'est nulle part? Donc, il ne faudrait pas qu'on vienne sur le plateau seulement tirer sur l'opposition qui est en train de se battre pour améliorer les choses dans le pays, qui se bat depuis 1990 pour améliorer les conditions de vie de la population. Et qu'on constate ce que le SDF a fait pour avancer, pour les avancer dans la liberté, et que ce soit dans le cadre des libertés. Mais là, que ce soit en se battu. Que ce soit
Avec Akeremouna à l'époque. Non, ils sont nés hier. Allez-y. Le SDF s'est battu depuis 1990 avec les autres pour atteindre le niveau où on est. Quand on prend par exemple c'est l'administration territoriale qui gérait les élections, on est quitté de l'administration territoriale avec la pression du SDF pour aller à l'ONEL 1, l'ONEL 2, et on aujourd'hui allé comme on est en train de mettre la pression pour pas faire. C'est toujours une avancée, on a fait beaucoup d'avancées, on a découvert des fichiers fictifs des fonctionnaires qui pesaient 8 milliards à l'État par mois. C'est le travail du SDF, on a fait beaucoup de choses qu'il ne faut pas citer. Bon, l'AFP ne peut pas venir là nous dire qu'il est déçu par l'opposition. Nous avons déjà une coalition, le Front progressiste, et que nous avons déjà à l'intérieur plusieurs syndicats et aussi il y aura des partis. On va les présenter le moment venu. On attend que le candidat du RDPC s'affiche parce qu'il ne s'affiche pas. Et s'il dit que c'est le président Paul Biya qui est le candidat, il faut qu'ils acceptent nos invitations parce que le candidat Joshua a déjà demandé un face-à-face télévision. Il a demandé aux journalistes et au RDPC d'accepter ce face-à-face parce qu'il faut qu'on présente dans la République l'état de la nation. Qu'est devenu le Cameroun en 43 ans. Et on veut ça. Ça, c'est la période de la campagne. Oui. Il faut qu'ils acceptent. Il faut qu'on programme. Non, ce n'est pas en période de la campagne qu'on programme. Laissez qu'on convoque le corps électoral. Non, vous avez dit ici tout à l'heure que nous attendons la dernière minute. Donc, ça veut dire que vous êtes régulièrement en campagne. Vous êtes déjà en campagne. Même sans campagne. C'est vous qui l'avez dit, que nous attendons la dernière minute. Maintenant, en ce qui concerne ce qu'il a dit que la rivière ne va pas dans, la mer ne va pas dans la rivière. Je voulais lui demander, oui, le fleuve ne se jette pas dans. Je voulais lui demander si lui, il est capable, le RDPC est capable de s'allier derrière le MDR, à la candidature du MDR à la présidentielle. Est-ce que le RDPC peut? Non. Donc, le RDPC a eu 71,28%. Vous avez 3%. Oui, et qui vous veut pouvez très bien vous allier à celui qui a eu 14%. Et pourquoi celui de 14 ne peut pas s'allier à celui de 3 aussi? Puisque vous me faites vos calculs mathématiques. Ouais, puisque vous êtes en train de critiquer le fait est-ce que vous imaginez qu'un 71,28% va aller s'allier à 3%? Qui a eu 14 et qui veut que nous s'allions avec eux? Terminé. À vous de voir là-bas l'opposition. Donc, l'impact des réseaux sociaux et des médias. L'impact des réseaux sociaux et des médias, c'est évident. Tout le monde voit ce qui se passe aujourd'hui. Le RDPC encourage les médias déjà à la désinformation. Ce qu'il vient de dire, par exemple, c'est la désinformation que nous n'acceptons. On avait dit ça, mais eux-mêmes, ils ne sont pas prêts à aller s'allier au MDR ou bien à l'UNDP. C'est un exemple. Les réseaux sociaux, on constate aujourd'hui ce que c'est devenu. C'est devenu la catastrophe où on élève l'esprit tribal, l'esprit du tribalisme pour empêcher les communautés de se fédérer et de faire un bloc contre le pouvoir. C'est à dessein que cela se passe. Tous ceux qui parlent du tribalisme, que ce soit dans les réseaux sociaux, que dans les médias, savent pourquoi ils le font. Que ce soit les leaders de partis ou les leaders d'opinion ou n'importe quel, ils savent ce qu'ils font. Ils font pour essayer de disperser les possibilités d'union des communautés pour mettre le RDPC à côté. Donc, c'est fait à dessein. D'accord. Je suivais Jean-Claude Yoff qui parlait à droite, à gauche, tout ça. Oui, c'est vrai. Ce qu'il dit est vrai, dans le fond. Mais il oublie une chose. Chaque chose est contextuelle. On est dans un espace géographique. Vous savez, il y a l'aîné Philippe Nanga, coordonnateur d'un monde à venir, que vous connaissez très bien. Un jour, lors d'une discussion, il nous dit, ils sont allés au Maroc, il y avait une réunion des associations, des ONG d'Afrique. Arrivés là-bas, ils voient les mêmes ONG qu'eux. Mais ils avaient l'impression que leur part d'ONG, c'était ce qui sortait d'une autre galaxie. Ça n'avait rien à voir. Monsieur Youf, nous sommes au Cameroun. Au Cameroun, il n'y a pas la démocratie qui permet de nous exercer. Il n'y a pas cette constitution dont je vous parlais aujourd'hui qui nous permet de nous déployer d'abord sur le plan idéologique. Il faut d'abord qu'on change ce régime. Aujourd'hui, moi, je suis de droite. Je suis profondément de droite, très ancré à droite.
Mais, même s'il faut m'associer avec le SDF, le PCN, tous ces partis, pour que vous partiez, je suis prêt. Mais c'est l'incapacité. Mais eux, ils sont incapables de le faire. Parce que j'ai posé la question à Kounié une fois. Lui-même, je lui ai posé la question. Kounié n'est pas là, le MRC n'est pas là. Non, attendez, non, je suis. On parle de ceux qui sont présents. On parle du président. Il y a le PCN, il y a le SDF, il y a le RDPC. Bon, le président Biel. Bon, celui qui ne veut plus sortir du champ public, s'il veut pas qu'on parle de lui. Non, c'est pour dire quoi? Ça nous évite de rentrer dans les polémiques inutiles. J'ai posé une question simple. Au cas où vos candidats ne sont pas choisis, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez donc que les gens veulent nous embarquer dans le fou. Et là, je tombe sur la question de Takam par rapport à l'AFP. J'ai compris et j'ose croire que tout le monde SDF n'est pas un chauffeur parce qu'il a l'attitude d'un chauffeur. Le chauffeur a la particularité que lorsqu'il prend le volant, surtout ceux qui conduisent des camions, il roule fou, il ne voit pas le feu. Il y a un petit enfant qui se place en haut, il dit attention, il y a le feu là-bas, il y a des gens qui travaillent, il y a une voiture qui vient, il roule seulement. Dès que l'accident arrive, il sort, il fuit. C'est ce qu'il est en train de faire. L'AFP ne peut pas investir les candidats. L'AFP n'est pas derrière une coalition. L'AFP n'est pas derrière quelqu'un parce que l'AFP ne croit pas que les élections qui arrivent dans le contexte actuel sont la solution pour ce pays. C'est un choix. Et maintenant, l'AFP est là pour discréditer l'opposition alors. Du tout. C'est ça. Du tout. L'AFP est là plutôt appeler les gens à s'unir. Parce que moi, je vous le dis profondément, c'est vous ne croyez pas aux élections, vous appelez les gens à s'unir. Je vous dis, les Camerounais nous regardent. Si nous allons aux élections à rang dispersé, comme nous sommes en train de partir actuellement. Non, c'est vous qui êtes en train de partir. Nous sommes en train de partir à rang dispersé. Nous ne sommes pas avec vous. Mais il a en train de confirmer. Nous ne sommes pas avec vous. Mais il confirme ce que je dis. C'est ça que je dis. Il ne croit pas que vous ne rien. Il veut qu'on s'unisse pour non, il ne croit pas à la solution. C'est pas des élections qu'on ne croit pas. Tu ne crois pas aux élections. Si tu ne crois pas avec vous. On s'arrête là. On s'arrête là. Laissez-le parler. Attention, ce n'est pas qu'on ne croit pas ce n'est pas les élections qui sont importantes pour nous. C'est les sorties des crises des problèmes des Camerounais. Ça veut dire que vous partez aux élections, on ne comprend même pas l'enjeu des élections. Vous serez au niveau du contentieux. J'y arrive. Non, c'est pas ça. C'est pourquoi on demande à l'opposition de se réunir. Or, si chacun fait sa petite coalition, comme c'est le cas actuellement, on va en rang dispersé. J'ai bien dit on. Le SDF, ils vous disent qu'ils ont la coalition. Vous dites que vous avez une coalition. D'autres disent qu'ils ont la TP. Qui vous dit qu'on ne va pas faire à la fin? Oh, pardon. Je vous en prie. Nous sommes le 19 mars. Moi, je ne fais pas la politique sur Saturne. Au 19 mars, nous sommes en train de partir en dispersé. C'est ça le fait. C'est ça le fait. Nous sommes le 18 mars. Si nous partons en rang dispersé, nous connaissons tous le résultat. Et au sorti de là, c'est les Camerounais que nous allons décevoir. Parce que nous n'aurions pas pu leur donner l'alternative crédit dont ils ont besoin. Et comme je vous l'ai dit, comme descend, le Cameroun va passer par une transition. Il n'y échappera pas. Et qui fera dans la transition? Vous lisez dans la boule de cristal. Non, Dipita, vous savez, prenez l'histoire de tous les pays qui étaient comme les nôtres. Vous trouverez ça. C'était ce qui s'est passé. Non, je vous parle. Non, il faut voir que je cite certains pays. Parce que vous allez dire peut-être parce qu'il y a eu des événements là-bas que nous ne citons pas au Cameroun. C'était des exemples. Peut-être. Vous ne pouvez pas le dire aussi. Peut-être c'est dans ce sens que vous voulez dire. Mais pas le cas. Pardon? Si nous gagnons les élections, nous partons. Prenez le cas de. Non, je ne sais pas. J'ai parlé de la transition réformatrice. Il a dit non. C'est pas ce que nous souhaitons. C'est donc pour vous dire que ce n'est pas mathématique. C'est pour ça qu'on veut une transition qui est politique. La transition, faites-la comme vous voulez. Mais les autres transitions, vous les reniez. Non, mais peut-être vous n'avez pas compris où vous voulez aller, ou moi je ne veux pas m'aventurer. Les stratégies électorales entre mobilisation et manipulation, l'impact des réseaux sociaux et de la guerre de l'information, les moyens de pression et d'intimidation politique, le rôle des médias et de la société civile à la transparence du scrutin. Cette question est très importante parce qu'en réalité, nous sommes en train de voir les effets pervers de la démocratie et où on constate une montée des discours haineux et des discours de division, des formes de tribalisme acerbes et une violence inouïe, inqualifiable, vis-à-vis même des institutions de notre République, même pour entacher l'image de la République. Là où certains sont fiers de parler de leur pays, de défendre les intérêts de leur pays, nous avons des compatriotes qui, eux, décident de saquer l'image de notre pays et des institutions de notre pays. C'est ça qui est très inquiétant. Et autre chose, le débat politique n'est plus sain. On passe de fake news, de calomnie, de fausses informations.
c'est parce que nous avons appris de la démocratie. Et c'est parce que le peuple camerounais attend des acteurs politiques. Et si le peuple camerounais n'était pas lucide, je pense que la manière dont les acteurs politiques, les leaders de l'opposition sont en train de vouloir dresser nos compatriotes contre les uns contre les autres, peut-être même que même se saluer ou bien saluer son voisin serait la croix et la bannière aujourd'hui. Donc il faudrait que les uns et les autres puissent se ressaisir. Et c'est là où nous saluons la sortie du ministre de l'administration territoriale, qui rappelle les uns et les autres à leurs responsabilités et qui les rappelle, s'il en est même encore question bien nécessaire, que force doit toujours revenir à la loi. Il dit que s'il y a trouble, les gens vont faire encore plus de temps en prison, c'est ça? Il voudrait tout simplement dire aux uns aux autres que débattons, mais ne nous battons pas. Essayons de convaincre pour que nous puissions remporter les suffrages valablement exprimés. Le jeu démocratique est là. Allons-y sur le terrain. Certains pensent qu'on va remporter les élections uniquement en saturant les réseaux sociaux, des fake news. Certains pensent que c'est en écumant tous les plateaux télé et radio. C'est là où ils vont avoir la confiance du peuple camerounais. Et entre-temps, ils ne se soucient même pas du fait qu'on peut avoir entre 28 000 et voire peut-être 32 000 bureaux de vote. Ils ne se posent pas la question, est-ce qu'ils ont au moins un scrutateur par bureau de vote? D'accord. À partir de ce moment-là, Le dernier axe. vous voyez que les uns les autres, dans ce dernier axe, Non, les médias, je vais annoncer. Oui, les médias sont très importants. Une chaîne aussi sérieuse telle que STV, votre chaîne, permet aux acteurs politiques de pouvoir présenter leurs projets de société. Et le peuple camerounais qui nous écoute, qui nous regarde, aura la lassitude de pouvoir choisir lequel des projets politiques convient le même, lequel des projets politiques ou bien quel est le candidat qui sera à même de pouvoir conduire notre nation vers son émergence et le développement. Mais nous, au Rassemblement démocratique peuple camerounais, nous disons que le dernier axe de ce soir, l'activité du président de la République n'est pas encore achevée et qu'il lui faut ce mandat pour pouvoir donc parachever sa mission et qu'il a un projet de société qui va nous mettre sur les rails dans le sens du développement. le dernier axe de ce soir, les risques de contestation post-électorale vers une crise annoncée, c'est l'interrogation, la crédibilité, donc à l'intérieur de cet axe, on va évoquer la crédibilité des LECAM et la transparence du processus, le spectre des contestations et des mobilisations post-électorales, les scénarios possibles après le scrutin. Thomas Ibognon, on commence avec vous. Oui, déjà, nous sommes un peu inquiets de ce que ELECAM jusqu'ici n'a pas encore publié le fichier. Jean-Claude Dicko, si vous parcourez toutes les représentations de l'ELECAM à travers le pays, vous allez reconstituer le fichier. Nous sommes inquiets. Chaque inscrit sait qu'il est inscrit ou pas. Nous sommes est-ce qu'il y a une liste? Nous sommes inquiets. Publié au niveau de chaque antenne. Si je vais à l'antenne de Douala Premier, vous allez trouver la liste qui est publiée depuis décembre. Je pourrais avoir la liste de Marois 2, ici à Douala Premier. La liste de Marois 2 vous sert à quoi ici? Je veux consulter ça. Ça nous sert. Ça nous sert à vérifier qu'il n'y a pas le nom de quelqu'un Douala le parti politique est national. Oui. Il a ses représentants à la commission mixte locale là-bas. Et ils ont ces mêmes informations. Dites-nous par exemple que vos représentants à la commission mixte n'ont pas accès à ces informations-là. On va vous dire que oui. Mais à Douala Premier, on travaille avec le fichier électoral de Douala Premier. Jean-Claude, si la loi dit que la liste de Marois 2 doit être affichée à Douala 1, pourquoi elle n'est pas affichée? Je n'ai pas suivi que ça doit être affiché à Marois 1. Je vous laisse. On a dit que doit être affiché par ELECAM. Mais on n'a pas dit que doit être affiché dans toutes les antennes de l'ELECAM. Donc, à ce jour, vous connaissez l'organigramme de l'ELECAM dans le code électoral? À ce jour, vous dites, ma question sera précise. Vous dites que le fait que chaque antenne
à la liste des inscrits au sein de cette antenne, Oui. et que cela a été fait sur toute l'étendue du territoire, ça voudrait dire que Elecam a publié le fichier national. Exactement. D'accord. Moi, je ne sais pas pourquoi M. Yout veut défendre un serpent qui reconnaît qu'il n'a pas de pattes. Non, je Parce que comprends. même Elecam a reconnu que le fichier électoral n'est pas pour le moment affiché ou disponible parce qu'il y a eu problème avec les machines. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez défendre là. Il faut nous laisser avancer. Il y a eu le bug informatique. On revient sur la question 5. Moi, je voudrais il faut Les vraiment- risques de contestation Voilà, justement. À ce niveau, déjà, il y a contestation. sont un peu brefs. Il nous reste une dizaine de Oui, minutes. il y a déjà contestation. Nous appelons les uns et les autres. Et je voudrais m'adosser sur la sagesse de la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale la dernière fois. Elle a dit que chacun fasse son travail. Je la paraphrase. Que chacun fasse ce qu'il a le mieux à faire. Il faudrait que Elecam joue clairement son rôle sans parti pris. Je peux comprendre que ça peut être difficile pour eux, mais nous sommes à un tournant décisif et épineux du Cameroun. Il faut qu'on laisse les amusements de côté. Que le droit soit dit une fois pour toutes. Maintenant, est-ce qu'il y aura des contestations? Certainement. Parce que la façon dont les choses sont en train d'aller, il y aura forcément des contestations. Et s'il ne faudrait pas, parce que gouverner, c'est aussi prévoir. S'il faudrait qu'il n'y ait pas de contestation, que Elecam fasse clairement son travail, que tous les acteurs politiques fassent exactement le travail, afin que le désordre, le trouble ne règne pas. Parce que j'ai comme l'impression que monsieur le Minat est en train de vouloir tout prendre sur lui. Parce qu'il est seul de la DGSN, il est seul de Minat, il est des forces. Non, c'est trop pour un ministre. C'est le ministre de l'Intérieur. Là. Pourquoi c'est tout? C'est le ministre qui supervise, du moins. Il est en responsabilité. Il est la tutelle des partis politiques. Il est la tutelle des religions. Oui. Il est la tutelle des cultes et des associations. Sauf qu'il n'est pas la tutelle du vote des Camerounais. Donc il laisse les Camerounais s'exprimer. Et le moment venu, on choisira le meilleur des candidats. Certainement, ce Est-ce qu'il a arrêté le vote? Certainement, ce ne sera pas Oui, Il est staccato. Oui, je voulais dire que j'ai oublié tout à l'heure de dire qu'il fallait aussi que les médias essayent qu'on laisse les médias s'exprimer librement, parce que nous avons combattu pour atteindre cette liberté-là. Les médias doivent, lors des élections, relever les manquements et présenter, et si possible même les tendances. Et ce qui est interdit pour eux, je ne sais pas pourquoi. C'est la loi. Je voudrais aussi inviter nos partis d'opposition ici, que l'heure est à la préparation des élections. L'heure n'est plus aux contestations parce que, je prends un exemple, on ne peut pas afficher 8 millions de listes de noms sur un tableau, je pense que ça va prendre tout, voilà toi. Donc, l'heure n'est plus à ça. L'heure est quelle stratégie mettre en œuvre, comment faire pour que le RDPC puisse perdre le pouvoir cette année. Et c'est ça que le SDF s'attelle. Nous avons déjà recruté 80 000 agents électoraux pour parer à cela. Donc, nous sommes en train de travailler pour gagner les élections. On ne peut pas être en préparer les élections et être en train de refuser les élections. Nous préparons les élections, nous préparons à prendre le pouvoir en octobre 2025. Parce que nous pensons que c'est le moment où Joshua aussi, c'est une transition générationnelle, il est jeune, il est dynamique, il a tous les atouts. Et il faut que en octobre, ce soit lui qui soit le candidat. Alors nous ne pouvons plus perdre le temps à parler de fichiers électoraux parce que les gens ont dit qu'ils avaient gagné les élections. C'était avec quel fichier? Donc, nous pensons que nous sommes à présent focus. Les contestations électorales peuvent arriver si Elecam ne joue pas franc jeu. C'est pour ça que nous invitons les observateurs internationaux à venir superviser les élections pour être témoins de ce qui va arriver. Surtout pas ceux de 2018. Oui, surtout. Bon, parce qu'on a un type d'observateur là en 2018. Voilà. S'ils reviennent encore, ce sera compliqué. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'entende sur un code de bonne conduite, nous tous, pour qu'on puisse accepter même cela.
Donc nous avons ça, et l'ECAM fait son travail avec neutralité, il n'y aura pas de contestation. Mais si l'ECAM fait ce qu'ils ont l'habitude de faire, le RDPC gagne, parce qu'il n'y aura que 2 choix. Ou Joshua aussi gagne, et le RDP accepte, et on va à la transition pacifique, et on remet le pays à nouveau, parce qu'il n'y aura pas de chasse à la sorcière. Ou alors, le RDPC triche, comme d'habitude, et c'est la voie ouverte aux contestations et à l'impasse. C'est ce que j'avais à dire. Paulinho. Oui, déjà, merci d'avoir posé la question tout à l'heure, parce qu'il y a une immense responsabilité des journalistes et des réseaux sociaux. Lors de la campagne 2018, nous avons connu une campagne particulièrement, excusez-moi l'expression, très sale sur les réseaux sociaux. Des propos extrêmement violents, haineux de part et d'autre. Il y a d'ailleurs un forum dont je félicite le gouvernement de la suppression de ce forum sur Facebook qui nous a pourri la campagne dans ce pays et qui a mené la division. Il faudrait que les gens aient... Pardon ? Je n'ai pas besoin de le citer, s'il n'existe plus, il ne parle pas des mots. Il a été dissous, C'est tout. Donc tout le monde qui connaît sait de quoi je parle ici. Donc il faut qu'il y ait ces responsabilités des médias. D'ailleurs, il y a des hommes politiques qui passent dans les médias qui tiennent quand même certains propos que vraiment, il faut quand même qu'on essaie quand même de dire aux uns aux autres que pendant la campagne, nous voulons quand même une campagne qui est saine, oui, compétitive, oui, mais qui est saine. Revenons à la question par rapport au jeu trop. Vous savez, la question du système électoral au Cameroun, c'est une question qui ne se pose plus. C'est une évidence pour tout le monde que le système électoral au Cameroun est biaisé. Et c'est d'ailleurs pourquoi, quand on parle de la transition, tout ça fait partie. Parce que même si on met Youf, on met Takam au pouvoir, comme il dit que Joshua aussi va gagner en octobre 2025, ce que je le souhaite d'ailleurs. Et pour lui, s'il ne gagne pas, il ne gagne pas. On a compris ça. Parce que le RDPC gagne par fraude. C'est ce que j'ai précisé. Parce qu'il gagne par fraude. Donc ça veut dire que si le RDPC ne gagne pas, le seul qui peut gagner, pas la victoire. Les autres, c'est la fraude. Mais il ne gagne pas fraude. Donc si le RDPC pèse, ça veut dire que le seul qui peut gagner Joshua aussi. Lui, il va dire Cabral, et ainsi de suite, et on n'en sortira pas. Et c'est d'ailleurs pourquoi on dit, même si les partis d'opposition ne coalisent pas, ils ont au moins l'obligation de communiquer et mutualiser. Parce qu'aucun parti politique d'opposition n'a la capacité à avoir des représentants dans tous les bureaux de vote. N'a la capacité à tout réussir de son côté de manière singulière. Donc, il faudrait donc, lorsque nous allons à ces élections, que les gens soient d'abord d'accord avec les règles du jeu. Or, on n'est pas d'accord avec les règles du jeu. Et les règles du jeu, c'est un peu une personne qui décide. Le code électoral qui est là, c'est le code électoral du RDPC. Pourquoi? Et c'est normal, même si on met l'AFP là maintenant, ce soit le code électoral de l'AFP. Attendez, je vous explique. Ah bon? Mais qui a dit qu'on ne pas pose élection? On n'a plus que 5. Qui vous a dit qu'on ne pas pose élection? Terminant en une seconde et puis... Pourquoi c'est pour l'AFP? Tout simplement parce que quand vous avez la majorité à l'Assemblée nationale, c'est vous qui votez les lois. Or, le code électoral, c'est un consensus. L'Assemblée nationale, c'est plus une affaire de consensus. Je suis désolé. C'est une affaire de majorité politique à l'Assemblée nationale. Même là, maintenant, on sort d'ici là. Même si on modifie la constitution, demain, on met le projet de loi, c'est modifié sur le RDPC. Le code électoral qui est là, c'est le RDPC qui l'a voté seul en 2012 à la majorité. Or, si c'était une affaire de discussion, comme lorsqu'on parle d'une transition, tout le monde s'assoit, on s'entend à minima sur ce qu'il y a comme règle de jeu et on se met d'accord. Or, ce code électoral sur le RDPC, il est taillé à sa mesure. Et ce système électoral, je suis pas là. S'il y a certaines personnes, comme le ministre Atang Adjila dit, qui veut faire l'élection présidentielle à venir, une question de vie ou de mort, qu'ils sachent que nous, les Camerounais, n'accepterons pas les désordres. Il faut le leur dire immédiatement. Et dire également à ceux qui nous dirigent que autant nous n'accepterons pas le désordre des gens qui veulent faire l'élection présidentielle qui sont les vieux de mort, autant nous n'accepterons pas une forfaiture électorale du régime. Donc que chacun fasse la campagne de manière saine, qu'on laisse le peuple camerounais s'exprimer et nous tiendrons. Dernière prise de parole ce soir, Jean-Claude. Je pense que l'honorable Joshua Oshi, qui est sûrement en train de nous écouter, va se désolidariser des propos de M. Blaise Takam. Ou, parce que nous connaissons l'honorable Joshua Oshi en un homme républicain. Parce que être aussi un bon homme politique, c'est avoir aussi la capacité à pouvoir accepter la défaite. Si, lorsque vous avez connu une défaite. Mais ce que j'ai suivi là, sauf si peut-être... M. Blaise Takam pourra se dédire d'une autre manière. Oui, c'est très simple. Si vous gagnez par l'honorable Joshua Oshi n'est pas déclaré vainqueur,
Non, non, vous avez 30. C'est la contestation qui va démarrer. Parce que si vous gagnez encore par fraude, il y aura contestation. Si nous gagnons et vous acceptez le résultat, il n'y aura pas de contestation, il n'y aura pas de trouble. Ce qui est intéressant, voilà. Dans l'organisation des élections par ELECAM, les populations assistent au dépouillement bureau de vote par bureau de vote. Et chaque parti politique représentant un scrutateur mandataire a un PV à l'issue. C'est la compilation. Maintenant, si vous n'avez pas tous ces PV, c'est là où vous pouvez commencer à chercher à vous renseigner. Il me manque 10 000 PV là-bas parce qu'il y avait 28 000 bureaux de vote. Est-ce que ça, c'est pas notre problème? Et lorsque vous serrez, et la loi dit que au cas où il y a égalité ou bien des problèmes, seul le fait foi, le PV de l'ELECAM. C'est ça la loi. Alors, les règles du jeu sont les mêmes et connues d'avance. C'est-à-dire que quoi? Le code électoral est connu avant qu'on aille aux élections. On n'est pas en train de refaire ce code électoral. On appelle ça balle au centre. Et qui a choisi ce code électoral? Qu'il ait choisi ou pas, on n'a pas le temps parce qu'en réalité, nous disons que ce code électoral s'applique. Le RDPC a souvent perdu des élections dans certaines circonscriptions. Et nous avons accepté. Et le RDPC lui-même aussi a accepté de jouer le jeu et être à l'opposition. Et nous avons travaillé pour reconquérir ces circonscriptions. Merci, donc, ce qui voudrait dire que les règles s'appliquent à tout le monde, y compris au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Soyez juste des bons démocrates que si vous constatez qu'effectivement, vous n'avez pas œuvré pour pouvoir avoir la gagne. Et je vous rappelle que l'écart entre 71,28% et 3% est énorme. On ne sait pas par quelle alchimie. Il y a 5 500 000 personnes qui n'ont pas voté. On ne sait et pas qui peuvent voter cette année. Ok, donc ce que vous voulez dire que vous serez en train de parier sur un taux de participation élevé. Et très élevé. Nous allons donc observer cela et nous vous le souhaitons. Merci. Mais sachez aussi que ce taux de participation-là n'est pas seulement constitué de vos électeurs. Il y a les électeurs du RDPC également qui ne se sont pas déplacés. Jean-Claude Fissoud, merci. Je pense que nous avions un tour de parole. Un dernier tour. Non, il y avait 5. Vous avez le conducteur. Il y avait 5 axes. On est venu écouter quelqu'un qui a 71%, mais on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a rien. Avec 71%. On a eu 2 heures. Là, on achève 2 heures. Vous aurez pu le dire dans les 2 heures. Merci Thomas, merci à vous Blaise et merci à Paul et Youm d'avoir contribué à l'émission de ce soir en termes évidemment d'input, d'idées, de débat et qui sait peut-être de contribution pour une meilleure organisation des prochaines élections. Présidentielle 2025, la face cachée était le thème de ce soir. Bonsoir et à mardi prochain. Merci. Merci.